On est parti. Presque tout le monde est là, ouais. Donc juste Olivier. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Oui. Oui. Ça a été... C'est parti. Allez, le chrono. Et on va mettre le chat. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire vos devoirs? Non. 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 Enfin, réussi. Jusqu'au portail. Identifié en mot de passe. Identifier un mot de passe et l'étape d'après? Eh bien, droit d'accès refusé. Droit d'accès refusé. Très bien. Tu as noté C'est dans mon cloud. ton adresse IP. Oui. Parfait. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi? Oui. Oh, pas mal. Ça veut dire que ça fonctionne. Déjà, plutôt pas mal. Levez les mains ceux qui n'ont pas réussi. Ah, que 4. Tout le monde. 5. Ah, pardon, excuse-moi. Je vois pas très bien. J'ai réussi à moitié. Alors, déjà, ceux qui n'ont pas réussi, vous êtes arrivés jusqu'au login et au mot de passe? Oui. Oui. Non? Déjà, ça n'a pas fonctionné. Moi j'ai rentré l'adresse Web Access, il s'est passé rien, ça m'a refusé l'accès à la page, après j'avais rien du tout. Tu écrivais quoi exactement? J'ai écrit HTTPS HTTPS? Ouais. Bah ça marche pas HTTPS, c'est HTTPS. HTTPS. Oui, t'as dit HTTPS. // Alors il y a 2 points. HTTPS 2 points // après. Ensuite Web Access avec Oui. 2 C et 2 S. Oui. .afib.fr /formation. Ouais. Et là j'ai rien qui. Enfin ça n'allait vers rien en fait. Il me disait que La page était introuvable. Ouais. Ah. Et après, j'ai Ça c'est essayé cocasse. avec l'IP, mais j'avais pris ton adresse IP en fait, et j'avais pas pris la mienne. Ah oui, mais voilà, c'est avec mon IP. Ça marche pas non plus ça. Voilà. Donc je sais pas, est-ce que j'ai mal réglé les propriétés système d'utilisation à distance? Non, 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 ça n'a aucun rapport. D'accord, ok. Déjà si t'affiches pas la page, c'est que tu rentres pas dans notre bâtiment. D'accord, ok. T'arrives déjà pas ici. Alors ce que tu me dis c'est anormal. Il m'est arrivé la même chose. https://webaccess.afib.fr /formation, ça n'affiche rien. Aucune page. Ça me dit vérifiez peut-être votre proxy, votre pare-feu, la page. Vérifiez votre connexion internet, vérifiez tout ça. Vous avez pas de VPN? Non. Aucun pare-feu, je Aucun rapport. Enfin, si vous avez que des whitelists dans votre pare-feu, quoi, c'est votre pare-feu, vous autorisez que les sites que vous avez décidé qui doivent être autorisés, mais à mon avis, si t'en es là, Ouais, et tu sais que chaque nouveau site internet où tu dois aller, tu dois l'enregistrer dans ton pare-feu. Je pense pas que si... Enfin, si t'as l'habitude de faire ça, ça devrait pas poser de problème, parce que tu refais ça. Ok, ça vous dit impossible d'afficher la page. Ok, ben on essaiera différemment, je vous mettrai un lien dans le Discord. Ok. Alors pour moi, il n'y a qu'une seule explication, vous tapez pas le bon site web. Il y a une faute de frappe dans l'URL. J'ai tapé plusieurs fois, je pense pas mettre en fait, mais peut-être bien. C'est la seule explication rationnelle que j'ai dans l'état actuel de mes connaissances. Et je dois t'avouer que c'est arrivé de nombreuses fois à vos prédécesseurs, et à chaque fois ils tapaient mal. Donc, soit vous êtes des exceptions, bah soit comme tout le monde, vous faites une faute de frappe, c'est tout. Pour les autres, et d'ailleurs pour vous aussi, si ça n'a pas fonctionné, vous avez fait ce que j'ai demandé, vous êtes bien allé sur monip.com et vous avez noté votre adresse IP, donc il va falloir me les donner, vos adresses IP. J'arrive même plus à y accéder ici. Comment ça t'arrives à y accéder d'ici? Bah, il met droit. Pareil. Voilà. Attendez, alors, bon. Alors, donc on va commencer le dépannage. On va commencer le dépannage. Alors, il est où monsieur? Le monsieur, votre numéro s'il vous plaît? Le 10, c'est monsieur le 10. C'est lui le 10. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Alors, t'es à droite. Ok. Oui, mais attends. L'URL que tu as dans tes notes à gauche, c'est ça que tu as utilisé? Là, je suis chez toi là. À gauche, je vois écrit, il y a tes notes là. Tu as cliqué là-dessus?
Non? Alors qu'est-ce que tu as écrit dans ton navigateur? Ouais. Vas-y, reloque-toi. C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui qui est écrit sur ton chevalet. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton chevalet? Voilà. Ah bah c'est bizarre, ça fonctionne. Quand on tape le bon URL et qu'on met le bon mot de passe. Ça perd les paupiètes. Certainement le fruit du hasard. Qui a dit que ça fonctionnait pas non plus? Alors on part sur le 9. Je suis en train de faire la même. Ouais. Alors, c'est parti pour l'humiliation publique. Des clés. Alors, ouais. Je serais connecté. Ils disaient que ça fonctionnait pas de chez eux, mais ils disent que ça fonctionne pas d'ici non plus. Ah, ça fonctionne aussi! Oh là 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 là! Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Vous avez fait la même boulette que ce matin ou... Et là, moi, ça marche pas chez moi. Non, non, non. Alors, si Non, vous mais tapez après, moi, j'ai il que mon faut... portable, hein, donc après, est-ce que c'est logique Pardon? J'ai que mon portable, moi, j'ai pas de PC chez moi là. J'ai que mon Tu as que ton téléphone portable? Ouais. C'est pas grave, ça Je change fais rien. que- ok, Peut-être on que est ton d'accord. adresse IP, l'adresse de ton FAI, il n'est Ouais. pas autorisé chez nous. D'accord. Donc ça change rien. Ok. Ça change rien. C'est peut-être ça l'erreur. Ok. Ben, c'est ce que je pense, moi. C'est pour ça qu'on va faire une première moulinette en rajoutant les adresses IP, mais c'est bien https://webaccess.fi.fr/formation et l'identifiant, c'est celui qui est écrit sur votre chevalet. Hein, celui qu'on a utilisé hier. Ah, c'est bien de prendre des photos, des captures d'écran. et tout, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Allez. Bon, très bien. Donc Olivier est déjà en retard. Ça va bien lui. Ah, moi, j'ai failli ce matin. Pardon? J'ai failli ce matin. Ouais, mais ça c'est pas grave si t'as failli le faire. Si tu savais le nombre de choses que j'ai failli faire, Non, mais j'ai pas fait. Je vous épargne tout ce côté de ma vie. Bon, alors, vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui. Oui? Non, mais vas-y. Oh, bah, sérieux, vous avez des questions? Non, Oui. sur ce qu'on a fait justement hier soir, Oui. quand j'ai voulu me déconnecter et fermer la session, Oui. là ce matin, je me rends compte que les ordinateurs sont allumés et les sessions ne sont pas fermées. C'est-à-dire quelqu'un peut venir ici et bidouiller dans le PC. Ça c'est pas possible. Là ce matin, Ouais. j'ai fait de la merde dans tout. Non, non, alors, Sauf je parle pas. Non, non, je parlais j'ai de pas vu. le tien. Je l'aime bien. Ah, le mien, là j'avais les écrans comme celui d'Olivier, là, ils sont ouverts. Comme ça. Ils étaient tous ouverts. Enfin, Oui, moi ils aussi, étaient j'étais tous ouvert. ouverts. Ouais. Ah ouais. Ils étaient tous ouverts comme ça? Oui, Ouais. oui, oui. Ah oui, oui. Pourtant j'ai fait fermer session, mais Oui, quand moi je suis aussi. arrivé, ça a fait ça. Et d'ailleurs, j'ai voulu y retourner, j'ai pu y retourner, c'est bizarre. Je ne me pose pas la question de mon passeport. Voilà, Bah, c'est normal qu'il ne te pose pas la question de ton password parce qu'on l'a enregistré dans le signet. d'accord. Donc à chaque fois que tu donc à cliques, chaque il fois, se trouve le tout fait. seul. Ok, d'accord. Donc ça c'est normal, ça c'est fait exprès. Ok. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas redémarré dans la nuit vos machines? Moi, il m'a demandé de faire un redémarrage. Moi, j'avais dit oui. Donc, j'étais pas là, j'ai fait un redémarrage. Après ça, tu sais La pas. question c'est est-ce que ça a redémarré tout seul? Ah, non, je l'ai fait. Et quand tu as fait le redémarrage, moi je peux te dire que ce matin, le tien était ouvert comme les autres. Ouais, je sais, ouais, mais ça a fait un redémarrage. Hier sur mon poste, moi il y avait des mises à jour et il demandait de redémarrer. Ouais, moi, Ok, moi c'est ça alors. Vos ordinateurs ils sont configurés pour ouvrir la session tout seul en fait. Ils sont en auto-logon. C'est-à-dire, dès que vous les allumez, la Ouais. session s'ouvre. D'accord. C'est juste pour gagner du temps, pour aller un petit peu plus vite le matin, ou si vous devez les allumer, c'est juste pour ça. Donc si effectivement il y a eu une mise à jour qui a redémarré tout seul la machine, c'est normal que ce matin tout est ouvert. donc, Mais normalement j'avais désactivé Windows Update, ça arrivera plus là. Ça doit être- Du coup, on annule les blagues alors. les blagues de ce matin, je veux bien. Mais sinon, normalement, non, à partir de maintenant, si vos sessions sont bien verrouillées, Et c'est parce que quand on va dedans, quand on veut le fermer depuis chez soi, Oui. il y a redémarrer, etc. Et il va y avoir se déconnecter ou, Oui. ou déconnexion. D'ailleurs, il y a les deux. très bien. Tu choisis ce que tu veux, c'est pareil. Non, on s'en fiche. Ça verrouille. De toute façon, quand tu te connectes à distance, ça verrouille ta session ici. Ah, ok, d'accord. Donc, imagine, tu l'as laissé ouverte là. T'es là, je suis ouvert. tu te barres en laissant tout ouvert. Ouais. Bon, nous, on s'en rend compte, on se dit, ah, vous allez voir, on attend 10 minutes qu'il soit chez lui, on va lui niquer son truc. Et là, d'un seul coup, tu te connectes depuis chez toi, boum, la session elle va se verrouiller, on est Ouais, niqué. non, je savais pas ça. C'est un seul à la fois. Ok, Donc ça va. c'est bon ça. Pas de souci. Ça veut dire que tu es chez toi, tu as travaillé sur ton poste ici, tu as fini de travailler, tu déconnectes, ça reste verrouillé.
l'ordinateur reste allumé par contre, bien sûr. Oui, Normalement, quand tu arrives le lendemain matin, le PC il est allumé, mais la session elle est verrouillée. Donc ça va. Faudra juste te poser la question. Imagine ce soir, tu rentres, tu te connectes, tu dis ah je vais faire 2-3 VM, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Puis tu fais allez 23h c'est bon, j'arrête de bosser. Est-ce que samedi et dimanche je vais travailler aussi? Non? T'as un mariage ce week-end, tu sais que tu vas être rôti et que dimanche tu vas dégueuler toute la journée donc tu vas pas bosser. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, vendredi soir tu penses à arrêter l'ordinateur parce que tu penses à la planète. Et tu te dis laisser un ordinateur allumé pendant 2 jours pour rien, c'est pas fou. C'est pas fou. Enfin si t'en as quelque chose à foutre de la planète. Voilà. Sinon tu peux te dire mais rien à cirer qu'elle crève de toute façon, vivement que l'eau monte un peu plus. Rien le bassin d'Arcachon de la carte, on sera mieux. C'est-à-dire 80% de ce que pensent les gens. C'est oui. J'aurais même mis 90 moi tu sais. Hein. Là t'es généreux. Il y en a 20% qui comptent, qui pensent à la planète, tu veux dire. Waouh. T'as 10, ouais. Ah ouais, moi peut-être même moins de 10. Hein. Il y avait plus en France, par exemple. Dans d'autres pays, c'est 0. Ah bah aux États-Unis c'est même négatif. Hein. Le réchauffement climatique aux États-Unis? Non. Il y en a Non. pas. T'as vu les deux voitures qu'on a? On a la clim. Mais pas de réchauffement climatique. C'est où Oui. qu'on met arrêter? C'est où qu'on met arrêter? Bah le bouton Windows. Comment t'arrêtes? Tu sais pas arrêter un ordinateur? Si, mais de Bah, chez c'est pas- moi. Mais c'est pareil. Mais là, cet ordinateur, si tu veux l'arrêter, tu fais comment? Ben, je fais mon Windows, arrêter l'ordinateur. Eh bah pareil. Ok, Non, t'as le même bouton, ok. Windows, arrêter l'ordinateur. Normalement c'est pareil. Vu que de toute façon à distance tu te connectes à celui-là. Oui, oui, oui. C'est comme si tu étais devant. Ok, d'accord. Donc c'est pareil. Alors par contre, t'accèdes pas au bouton de la façade. Ça veut donc dire que si, on reprend l'exemple, Oui. il a un mariage ce week-end, il décide vendredi soir, allez, je suis lucide, j'arrête l'ordinateur parce que je pense à la planète. Mhm. Bon, finalement, c'est lui le Sam du mariage et il picole pas. Mhm. Je déconne. Non, finalement, il est plus en forme. Il s'est rendu compte, j'ai pas perdu l'habitude, il est pas malade dimanche. Il veut rebosser. Bah, c'est mort. Mhm. C'est mort parce qu'il a arrêté sa machine vendredi. Vous pouvez pas la redémarrer à distance. Hein. Ok, Ça, c'est pas possible. très bien. Question de curiosité. Oui. Quand j'ai fait la connexion à distance, Oui. après j'ai fermé ce poste-là. Et sur le mien, j'ai testé mon IP.com pour voir. Oui. Et ça m'a mis l'IPv6. Et pas l'IP4. Ah, ça n'affichait pas l'IPv4? Non, ça m'a mis, j'ai fait la capture d'écran, ça m'a mis 2A machin. Oui, ça c'est une Et après, j'ai fait IPv6. IP.config et j'ai fait tout la même. Moi, ça m'est pas. Non, mais alors c'est parce que tu dois avoir une IPv6 chez ton FAI, mais tu as aussi une IPv4. Alors faut avoir un autre site web. Je l'ai eu après en faisant IP.config. Mais Non, mais c'est pas la bonne que t'as. je l'ai pas- C'est pas la bonne que t'as. T'as 192.160, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Moi, Oui. c'est ce qui m'est arrivé aussi. Oui. Quand je suis allé sur un autre site, Oui. parce que chez moi, je suis ravitaillé par les corbeaux. Donc, Ça c'est original, ça comme. oui. Ils doivent pas transporter du lourd à chaque fois quand même. hein. Je pensais que c'était la vitesse sur le site qui me faisait ça. Et je suis allé voir sur un autre site. Ouais, il y en a. En fait, bon, c'est pareil, c'est tout ça ramé. Et j'avais une question, c'est est-ce que utiliser son téléphone en point d'accès Wi-Fi, ça c'est gênant ou pas? Non, ça pose pas de problème. Le seul problème que ça peut poser, c'est avec ton téléphone, c'est pas la même adresse IP Voilà, que c'est tu auras avec ta box. C'est pour ça que j'ai mis Donc, les deux. Voilà. Si tu as les deux adresses, on te rajoute les deux, comme ça tu es tranquille. Mais bon, dans un futur proche, je compte passer à la fibre. Parce que je passe devant la maison. Bon, bah, tu l'attrapes. C'est ça. Tu fais un nœud, tac, C'est ça, et ça tu peut la faire récupères. ça. Question. Là, du coup, j'ai demandé à ma femme de se connecter à la maison et en fait, quand elle se connecte, moi, je vois pas le PCI pas. Oula, alors là, j'ai rien compris. Ta femme, elle se connecte à quoi? Bah, Qu'est-ce que tu viens faire là? Non, 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 laisse-moi, laisse-moi. C'est pas grave. J'ai rien fait. c'est celui-là, c'est vraiment. Il y a pas de. C'est un ordinateur sur le bureau, Bah. Mais qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai rien fait hier. Ah bah c'est pour ça, si t'as rien fait, c'est normal qu'il y soit pas. Hier, je vous ai montré comment faire le signet, tu l'as pas fait? Ah bah si, là je Ah non, l'ai là. alors tu viens de me dire j'ai rien fait. Non mais j'ai rien fait à la maison. Non, je t'ai dit hier, quand on était ici, Si, t'as rien fait. Parce que là, quand je me connecte, je le vois. Là, il y est là. Ah, ça y est, c'est la magie. Ah non, ça c'est un autre. Alors, là il y est. Ça, il est neuf. Alors, donc là, t'es bien connecté forcément avec ton compte. Ouais. C'est obligé. Normalement, c'est écrit en haut à droite. Monsieur Michalak, Oui. c'est vous-même. Elle est connectée avec Michalak et elle n'a pas le signé PCIFA. Ouais. C'est impossible. Dis-lui de faire F5, qui rafraîchisse.
Je sais pas. Ça se Si peut. vous êtes connecté avec le même login, ça arrive dans le même interface. Donc elle doit avoir la même chose, normalement. Elle est bien sur formation l'IPA, ça se trouve, elle est pas sur. Elle est bien sur slash formation, c'est... Oui. Elle est pas. C'est pour ça qu'elle va passer. Non. Même ça t'aurais les signer quand même. Là, en haut à droite, il y a bien ton nom. Est-ce qu'on voit en haut à droite? C'est dommage. On voit le début. Oui, ça a l'air bon. Dis-lui de faire F5, qui rafraîchit, c'est pas possible qu'on ne voit pas les signes. Ah bah là... Alors en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Ah. Donc, On voit tout. je sais pas, entre ton épouse et l'informatique, ça se passe comment? Très bien. Ah, ouais, mais tu vois, c'est confirmé. Hein. Vous voulez rien dire sur votre femme. Pardon? Vous voulez rien dire sur sa femme, mais. Je sais pas, peut-être qu'elle entend. Oui, Ah oui, non, mais lui, peut-être, elle écoute le stream. Non, ma femme, aucun Ouais. problème. Nickel. Ah bah c'est elle qui gère à la maison, hein, c'est elle qui fait tout. Elle me dit que ça change rien. Ça change rien, bah, qu'elle ferme la page et qu'elle la réouvre, elle recommence. Elle ferme tout le navigateur et elle réouvre le navigateur. Il y a peut-être du cache dans le navigateur. Alors là, je dois dire, je suis extrêmement étonné. C'est la magie. C'est la magie. Bon bah à creuser, mais je vois pas. Sinon bah elle refait un signé, hein, s'il faut. Tu l'en fais, elle en fait un autre, hein. Elle peut tester jusqu'au bout de toute façon. Elle a la procédure sur le stream. Tu lui dis de regarder les vidéos d'hier, tout est expliqué dedans. Je me fais chier, j'ai dit, Ah. Regardez, il y a Bon, quelques tant pis alors. Sinon tu peux essayer depuis ton téléphone. Tu te mets en 4G là. Tu te mets en 4G sur ton téléphone, tu essayes de voir avec tes identifiants si ça passe. Déjà. Tu peux essayer. C'est un peu chiant sur les téléphones, hein, parce que c'est un peu petit. D'autres questions? Non? On y va? Je récupérerai les adresses IP à la pause. Hein. Préparez-les. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui est prévu? Hyper-V. Ah, Hyper-V, exactement. La virtualisation. C'est ça qu'on veut. Tac. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va beaucoup s'amuser aujourd'hui. On va bien rigoler. Tac, 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 tac. Ah, ça, ça a marché, Dropbox Paper et tout, Discord. C'est bon? Tout le monde est interconnecté? Oui. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous ne sait pas comment fonctionne un ordinateur? Non? Oui? Non? Aucune idée? Donc si je te parle de disque dur, tu sais pas ce que c'est? Si. Ah, alors, je vais faire les choses à l'envers. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, de ce que tu sais, c'est quoi les composants d'un ordinateur? Ce que tu connais. Ce que je connais. Ben, disque dur, un ventilo. C'est quoi? C'est quoi le disque dur? À quoi il sert? Quoi, ce qu'on Stocké, peut- Stocké, très bien. un ventilo, Qui sert à quoi? refroidir la mémoire vive, enfin, au Ah. processeur. Encore autre chose? Ah bah ouais, ça en fait des composants là, d'un coup là. Tu m'en as sorti 4 d'un coup. Ouais, ça sert à ça. Donc après, les autres composants, oui, vas-y. Ah, tu m'as dit, ça sert à refroidir la mémoire vive et le processeur. C'est quoi le processeur? C'est la tête de la machine. C'est la tête de la machine, c'est la partie supérieure? C'est le dessus? La tête? Non, c'est ce qui permet de faire fonctionner la tour. Ouais. Alors j'ai envie de dire, c'est ce qui permet de faire fonctionner la tour, c'est vrai de tous les composants. Hein. Parce que si t'enlèves le disque dur, ça va pas bien fonctionner non plus. Hein. Une idée plus précise, tu dis c'est la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Le cerveau. Voilà. C'est mieux. Alors ça dépend, hein. Pour les femmes il y a un cerveau, pour les hommes il y a un neurone. C'est tout. Ouais, donc c'est le cerveau, le processeur. Le cerveau. Très bien. La mémoire vive, Ah, qu'est-ce que c'est que ça? c'est ce qui enregistre les informations. Alors par rapport au disque dur, c'est quoi la différence? Je sais pas. Non.
Très bien. Tu connais autre chose? Non, je crois pas. Non. Tu connais rien d'autre? C'est pas vrai, je suis sûr que tu connais tout ça. Donc la différence entre la mémoire vive et le disque dur, c'est que le disque dur, ça sert à enregistrer quand on arrête la machine. Quand c'est éteint, c'est un petit peu comme une bibliothèque. Ok. Tu mets tous tes livres dans ta bibliothèque et c'est toujours là. La mémoire vive, c'est ton bureau. C'est l'espace de travail de l'ordinateur. Donc tu prends un livre dans la bibliothèque, tu le poses sur le bureau, tu l'ouvres, tu travailles dedans. Et plus tu as de mémoire vive, plus tu peux ouvrir de livres en même temps. Le stockage, c'est la bibliothèque. Plus elle est grande, bah plus tu peux mettre de livres dedans. Et effectivement, le processeur, c'est le cerveau, c'est lui qui fait tous les calculs. C'est lui qui fait que l'ordinateur va être rapide dans les calculs. Attention, parce que pour qu'un ordinateur soit rapide, c'est un tout. Il faut que tous les composants soient rapides pour qu'il soit rapide. Bon, bah c'est bien ça. Moi, ça me suffit. Donc, quand on a ça sur un ordinateur réel, on va dire, physique, t'achètes un processeur, donc c'est le cas, je veux changer d'ordinateur, il faut que j'aille acheter un processeur, un ventilateur pour mettre dessus, il faut acheter de la mémoire vive, il faut acheter un disque dur, il faut acheter une carte mère pour mettre tout ça dedans, un boîtier, une alimentation, etc. Donc vous achetez du matériel. Et ce matériel, il est, tel que vous l'avez acheté. Vous voulez modifier quelque chose, il faut changer le matériel. Les barrettes de RAM, j'en ai pas assez, on en parlait hier. Finalement, vous voulez augmenter la quantité de mémoire vive, bah vous devez enlever vos barrettes de RAM, en acheter des nouvelles, les mettre à la place dans votre ordinateur ou en mettre en plus que ce que vous avez. Votre processeur n'est pas assez puissant, il faut enlever le processeur, en mettre un nouveau. Vous avez du stockage disque, il n'y en a pas assez, bah soit il faut enlever le disque dur, en mettre un nouveau, soit ajouter un deuxième disque dur, etc. Mais tout ça, ça modifie physiquement la machine. Le principe de la virtualisation, c'est d'avoir une machine physique, et dans cette machine physique, on va prendre des petits bouts des matériaux, un petit bout de disque dur, un petit bout de processeur, un petit bout de mémoire vive, et on va créer un ordinateur virtuel. On va découper la machine physique en plein de petits morceaux, qui permettra de faire plusieurs ordinateurs dans un ordinateur. Ce sera ça. Un petit peu comme, vous avez un bâtiment, ce bâtiment il fait 1000 m², bah, soit vous gardez un espace de 1000 m², soit vous le coupez en 4. Vous allez diviser votre surface en 4 surfaces, vous pouvez le diviser en 8. Vous pouvez créer 5 appartements, 10 appartements. Mais le volume de départ, lui, ne changera pas. Et la virtualisation, c'est la même chose. Donc vous allez avoir un ordinateur physique qui a des caractéristiques physiques. Et dedans, on va créer des ordinateurs virtuels. Ces ordinateurs virtuels vont consommer les ressources physiques. Exactement comme mon bâtiment, 1000 m², mes appartements que je vais créer dedans vont consommer des mètres carrés. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Alors il n'y a pas de magie, hein, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre plus de mètres carrés dans votre hangar que vous avez de mètres carrés. L'ordinateur, c'est la même chose. Hein, on va parler de la mémoire vive. Les ordinateurs que vous avez à vos pieds ont 32 Go de RAM. Je vais pouvoir créer autant d'ordinateurs virtuels que me permet ces 32 Go de RAM. Si vous voulez faire 2 ordinateurs qui ont 16 Go de RAM, virtuels je veux dire, ça va marcher. Les deux rentrent, 2 x 16, ça rentre dans les 32. Si vous voulez en faire un troisième, ça passe pas. Ce ne sera pas possible. Dans la vraie vie, dans les entreprises, on l'utilise beaucoup. Autant vous dire que l'ordinateur qui héberge les machines virtuelles, c'est un gros serveur. Il y a 128 Go de RAM, 256, 1 Tera de RAM. Hein. C'est des monstres. C'est des très très grosses machines. Donc, quand vous serez face à la virtualisation, vous entendrez un mot très souvent, ça s'appelle l'hôte. Et oui, l'hôte, c'est qui? C'est celui qui héberge des gens. Quand on héberge quelqu'un, on est un hôte. Vous avez déjà été hôte? Oui, vous avez déjà invité des gens. Je vais dire ça différemment. Vous avez déjà hébergé des gens chez vous? C'est déjà arrivé, un cousin, la famille, qui passe dans la rue, bah vous êtes un hôte. Donc, ce mot, vous devez le connaître. Et ce mot est le premier que vous allez mettre dans votre lexique. Qu'est-ce que c'est que le lexique? Dans Dropbox Paper, vous allez faire un nouveau paper qui s'appelle lexique. Le lexique, c'est quoi? C'est la liste de tous les mots que vous ne connaissez pas. C'est la liste de tous les acronymes que vous ne connaissez pas.
Pourquoi vous devez créer ce lexique? Ben, c'est parce que vous ne connaissez pas tous les mots, vous ne connaissez pas tous les acronymes. Mais le jour du passage du titre, le jour de votre entretien d'embauche, le jour de votre discussion avec des gens qui connaissent en informatique, ces mots-là, la plupart, vous devrez les connaître. Donc ce que je vous invite à faire, Dropbox Paper, nouveau paper, index, pardon, lexique. Chaque mot que vous ne connaissez pas dans tout ce que je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie, vous rajoutez un mot dans le lexique. Et vous mettez une petite définition. Quand je dis petite définition, c'est une ligne ou 2 lignes, hein, maximum. Mettez pas le pavé Wikipédia de la définition de Hyper-V, hein. Non. Juste 2 lignes. Ça sert à quoi? Mettez-vous en tête cette situation. Tu peux m'expliquer ce que c'est un hôte dans la virtualisation? Voilà, je suis le jury et je vous pose cette question-là. C'est quoi un hôte? Voilà. Je veux pas un exposé de 2 heures. C'est celui qui accueille. Ça peut être ça. Enfin, Alors, c'est un serveur un petit qui peu plus précis parce reçoit- que, voilà. Un serveur qui reçoit Les quoi? les informations. Non, raté. Un hôte, c'est un serveur qui va, on va utiliser les termes d'hôtellerie, qui héberge, Ah oui, pardon. mais qui héberge quoi? Des machines virtuelles. Voilà, c'est juste une toute petite ligne. C'est quoi un hôte? Dans la virtualisation, bien sûr, pas dans l'hôtellerie. Terme hébergé, hein. Et oui, le terme c'est héberger, comme un hôte. Oui, oui. Un hôte, il héberge. Alors après, c'est le terme idoine, mais l'idée, tu pourrais dire, c'est un serveur qui fait tourner des machines virtuelles. Oui. On peut mettre une phrase légèrement différente. Ce sera vrai pour toutes les définitions. Moi, je suis psychorigide, vous le savez, j'ai, tac, 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 mes petites définitions. Personne ne vous empêche de la changer. Du moment que vous comprenez, mais surtout, il faut que ce soit précis. Par exemple, quand moi je vous parle d'un hôte dans la virtualisation, dans votre définition, le mot machine virtuelle doit apparaître. Oui. Parce que ça veut dire que vous êtes dans le bon sujet. Oui. On est dans le thème. On parle d'hôtes qui hébergent des machines virtuelles. Un hôte, c'est un ordinateur qui fait tourner des machines virtuelles. Un hôte, c'est un machin dans lequel il y a des machines virtuelles. Il faut qu'il y ait le mot machine virtuelle dans votre définition. Et non pas quelqu'un de sympathique qui permet à d'autres êtres humains de dormir chez lui. Voilà, ça c'est aussi un hôte. C'est vrai. C'est aussi un autre. Mais C'est le même mot, mais on n'est pas dans le même cadre. Donc ce lexique, il sera extrêmement important. Je vous invite à le remplir tous les jours. De toute façon, vous devrez normalement le remplir tous les jours, parce qu'il y a plein de mots que je vais utiliser que vous ne connaissez pas. Il y a plein de mots que vous apprenez. Donc, les mots importants de la journée, rajoutez dans le lexique. Bien sûr, ce lexique, vous devrez le connaître par cœur, évidemment. Je vous invite très fortement à le connaître par cœur, à le réviser régulièrement. Parce que le jour où vous serez face au jury, c'est la panique. Et quand il vous demande c'est quoi un hôte, vous sortez la définition. Si vous la connaissez par cœur, ça sort tout seul. Sans trop réfléchir. Ah, c'est déjà ça de gagner. Ça vous permet comme ça de montrer que vous avez travaillé. Vous avez appris des choses. Je ne manquerai pas de vous interroger sur des petits mots comme ça, choisis au hasard, dans les lexiques, évidemment. D'accord? Donc, l'ordinateur que vous avez devant vous à vos pieds, c'est un hôte. Dans cet ordinateur, vous allez créer des machines virtuelles. Alors, ça fait plusieurs fois que j'utilise le terme machine virtuelle. La machine virtuelle, c'est l'ordinateur virtuel que vous allez créer dans l'hôte. C'est lui qui va consommer un petit morceau du disque dur de l'hôte, de la mémoire vive de l'hôte, du processeur de l'hôte. Vous voyez le mot hôte, je m'en sers souvent, c'est normal. J'utiliserai très souvent le terme VM. Les 2 lettres VM, qui veut dire Virtual machine. Virtual Machine. J'espère que tout le monde est polyglotte. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? J'ai compris Qu'est-ce que c'est que c'est un problème là, cette thyroïde? Et oui, évidemment, tout est en anglais en informatique. Donc j'espère que vous maîtrisez bien l'anglais. Typiquement, c'est très cocasse. On utilise beaucoup le terme VM, Virtual Machine, mais jamais MV. Machine virtuelle MV. Vous entendrez jamais ça. On dit VM. Donc ça fait que vous devrez comprendre la phrase. Sur vos hôtes, vous allez créer des VM. Voilà. Typiquement, cette phrase, elle doit être comprise. Vous devez savoir ce que ça veut dire. À distance depuis chez vous, vous vous connectez à votre hôte pour créer des VM à distance.
Pour ceux qui ont de la chance et qui ont suffisamment de mémoire vive, vous pourrez transformer l'ordinateur que vous avez chez vous en hôte. Et vous pourrez créer des VM chez vous. Vous pourrez aussi créer des VM ici, en vous connectant à distance ici. Tout est possible, tout est réalisable. C'est bien, je te l'ai dit. Très bien. Un point de plus pour les lèche-culs. C'est bon, on va d'accord. Ça note. D'accord? Donc, ça marche? Ces fameux hôtes dont je suis en train de vous parler, ben, ils portent un nom, c'est une catégorie de logiciels, ça s'appelle des hyperviseurs. On va parler d'Hyper-V aujourd'hui, qui est un hyperviseur. C'est le terme technique. Hôte, c'est la fonction. Et pour créer des machines virtuelles, on a besoin de ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc c'est le terme plus technique. Dans les entreprises, les fameux gros serveurs dont je vous ai parlé, qui ont des téras de RAM, ce sont des hyperviseurs. C'est comme ça que ça s'appelle. Et dans le monde informatique, des hyperviseurs, il y en a plusieurs. Celui que nous, on va utiliser, il s'appelle Hyper-V. Hyper-V, c'est l'hyperviseur de Microsoft. Alors, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Microsoft? Oui, bah à part toi, Non, tu oui. connais pas Microsoft, bien sûr, mais les autres, ça va? Je vous présente pas cette petite société familiale basée dans un garage? Oui, comment c'est- C'est ça qui a commencé comme toutes les... Hyperviseur, tu peux redire la définition C'est hôte, c'est la même chose. C'est le terme technique C'est pour dire hôte, hôte, ok. c'est ça. Un hyperviseur. Je peux te refaire la phrase de tout à l'heure. Non, mais- L'ordinateur qui est à tes pieds, c'est un hyperviseur dans lequel tu vas faire des VM. Ok, ok. C'est ça. Ça fait plus pro, hyperviseur. Ouais. Et donc, l'hyperviseur qu'on va utiliser, nous, c'est... Donc j'ai dit Hyper-V. C'est ça qu'on va utiliser. Il n'y a pas que Microsoft dans la vie, malheureusement. Il y en a d'autres, des hyperviseurs. Et le concurrent, hein, entre guillemets, de Microsoft, ça s'appelle ESXi. C'est 4 lettres. Le E, le S, le X et le I. Donc on va refaire la phrase. Dans mon stage, je vais aller dans une entreprise qui a comme hyperviseur des serveurs ESXi. Ou bien, je vous fais la même phrase. Dans mon stage, je vais aller dans une entreprise qui a comme hyperviseur Hyper-V. Je viens de dire 2 fois la même phrase, mais avec 2 produits différents. Donc peut-être que vous aurez des gens qui auront des ESXi. Peut-être que vous aurez une entreprise qui a des hyperviseurs Hyper-V. Peut-être que vous aurez autre chose. Alors je ne sais pas si je vais utiliser le terme chance ou pas, qui tourne sous Linux. Ça s'appelle Proxmox. C'est encore un autre hyperviseur qui vient du monde libre, qui est open source. Vous allez parler d'Hyper-V avec moi, bien sûr. Vous vous souvenez que le formateur qui va vous faire Linux, il s'appelle Gilles. Gilles, il va vous dire, il n'y a que Proxmox dans la vie. D'ailleurs, je crois que c'est le premier truc qu'il fait en arrivant, il vous enlève Hyper-V. Et il vous fait installer autre chose. Sur ton note, tu peux avoir Deux hyperviseurs. Ce serait ça la phrase? Non. Tu peux pas avoir 2 hyperviseurs différents. C'est pour ça que justement Gilles va vous enlever Hyper-V. Parce que bon, comme lui, il vient du monde Microsoft, c'est pas trop son kiff. Mais c'est très bien. Comme ça vous fait voir autre chose. Et ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on va faire nous avec Hyper-V, toutes les VM qu'on va faire, les faire avec Proxmox, les faire sur un ESXi, ou sur d'autres, hein, il y en a plein d'autres, je vous les montre pas tous, hein, les hyperviseurs, mais c'est la même chose. Ce sera toujours la même chose. Vous allez voir, quand on crée des machines virtuelles, ce sera toujours prendre un petit bout de disque dur, prendre un petit bout de mémoire vive, prendre un petit bout de processeur, et on crée un ordinateur virtuel. Donc, pas d'inquiétude, c'est pas parce que nous, on va faire énormément d'Hyper-V que vous serez perdu. Si votre stage, votre vie professionnelle, l'annonce à laquelle vous répondez, ils vous disent « Ah bah nous c'est que de l'ESXi ou c'est que du Proxmox », je l'ai jamais vu, c'est pas grave, ça pose aucun souci, vous saurez faire des machines virtuelles dans un autre environnement que l'environnement Hyper-V. Pas de souci. C'est exactement la même logique. Si vous le souhaitez, je vous en parle d'un dernier qui s'appelle VirtualBox. VirtualBox, c'est un hyperviseur que vous pouvez installer n'importe où. Celui que j'avais au lycée. Voilà, il est très connu VirtualBox parce qu'il est facile à installer, il est gratuit, VirtualBox. Donc vous pouvez comme ça l'utiliser très facilement. C'est aussi ça que vous verrez, mais c'est pas un hyperviseur. Alors on dit que c'est pas un vrai hyperviseur, c'est pas un véritable hyperviseur. On l'utilise pas en production en fait, VirtualBox.
On l'utilise pour les tests, pour les maquettes, les développeurs, s'ils veulent bricoler des trucs dans leur coin, ils utilisent VirtualBox. Mais je vous parle de la vraie production, les vrais hyperviseurs, les vrais gros serveurs. Ce sera soit Hyper-V, soit ESXi. Soit Proxmox pour les Linuxiens qui viennent du monde libre. Pêche. Très bien. Ça fonctionne nickel. Je t'écoute. Le ESXi, j'ai loupé, c'est quand même un produit de Microsoft ou c'est un concurrent? Ah, très bonne question, je ne l'ai pas dit. C'est un autre éditeur. Non, c'est un concurrent. Donc, Hyper-V, Microsoft. ESXi, VMware. Ah non, la VMware. C'est VMware, l'éditeur qui fabrique les ESXi. Je peux pas dire qu'il fabrique. Qui crée, non, il produit, non. Qui développe. Voilà. Parce que ça reste un logiciel, tout ça. Qui développe les ESXi, c'est VMware. D'ailleurs, la société VMware ne fait qu'un produit. Les ESXi, ils font que ça. Donc dans le langage, si tu veux, on parle souvent des serveurs VMware. On devrait dire des serveurs ESXi en fait. Mais dans le langage, Et VMware, c'est un éditeur. C'est Parce qu'à l'hôpital, on a ça, c'est un- VMware. c'est pardon. À l'hôpital, on a VMware et VMware, ils m'ont Voilà. fait la connexion à distance. T'as VMware pour faire quoi? Le VMware, on a pour faire la connexion Alors à distance. DM, non, VMware. Ouais, mais on a VMware Avec- aussi. Ah ça je sais pas ce que c'est VMware. On a le petit logo rouge et vert là. Je connais pas. Ouais. Ah moi je te parle de VMware. Et VMware, eux, ils font que de la virtualisation, ils font que c'est un hyperviseur. C'est le concurrent d'Hyper-V. Et donc très souvent dans le langage, on compare Hyper-V à VMware. Ce qui est une erreur. On ne devrait pas faire ça. C'est comme si tu dis, putain, moi mon 2008, il est mieux que ta Renault. Oui, non mais quel Renault? Il y a des Renault, il y a plein de modèles. C'est ça. Oui. ESXi, c'est compatible aussi Linux? Alors en fait c'est un noyau Linux. Mais il est complètement propriétaire en fait. Ça tourne sous Linux, mais c'est tout recompilé. Est-ce que je peux dire c'est un vrai Linux? Non, c'est pas un vrai Linux. C'est pas un Linux classique. Il concurrence pas Promox quoi. Ah non, rien à voir. Ok. Rien à voir. Il utilise que sur Microsoft. Ah non, il concurrence pas. Si, bien sûr qu'il concurrence. Les trois concurrents, si tu veux, c'est Hyper-V, ESXi, Proxmox. Ok. Voilà, là tu as les trois gros hyperviseurs du marché. Mais d'un côté, tu as Microsoft Hyper-V, tu as VMware ESXi, et tu as Monde Libre. Il n'a pas de marque Proxmox. Hein. Ouais. Proxmox, vu que c'est open source. Donc c'est les gentils développeurs de Proxmox. Évidemment, comme ça vient du monde libre Proxmox, c'est gratuit. Je ne vous cache pas que Hyper-V, comme c'est dans Windows, alors je peux utiliser l'expression, c'est compris dans le prix. Quand vous achetez Windows, alors je sais que ça vous choque peut-être, Windows c'est payant. Hein. Ça, je sais pas, peut-être certains d'entre vous le découvrent. Ça se craque pas? Pardon? Quoi? Bien sûr que non, ça s'achète à différents tarifs, évidemment. Ça existe, mais ça se paye, il y a une licence payante. ESXi, c'est évidemment payant aussi, c'est d'ailleurs extrêmement cher, les licences VMware. Et Proxmox, c'est gratuit. Donc voilà, c'est les trois. C'est ceux que vous allez normalement le plus rencontrer. Sachant qu'il y en a plein d'autres, je peux pas on va pas tous les parler. Si vous commencez à chercher dans la virtualisation, vous en trouverez d'autres. Hein. C'est pas ça qui est important. Voilà. Ce qui est plus important, c'est de voir que ça existe. Il y a différents fabricants hein, de machines virtuelles, d'hyperviseurs, pardon, et que vous les trouverez chez les entreprises dans lesquelles vous allez faire vos stages ou travailler. Ce sera certainement Hyper-V ou ESXi, VMware ESXi, ou Proxmox si ça vient du libre, ou éventuellement, donc je disais VirtualBox, mais VirtualBox c'est pas fou, hein. Au niveau production, c'est pas fait pour les entreprises, pour faire des vrais serveurs de dizaines de gigas de RAM, c'est pas fait pour ça, c'est fait que pour les tests, hein, Proxmox. VirtualBox, excusez-moi. Des questions? Ça va? Très bien. Alors, concernant les hyperviseurs, ce que je vais vous dire sera vrai pour tous les hyperviseurs, il y a des contraintes matérielles. Et elle est particulièrement... Enfin, il y en a une,
Il y a une contrainte matérielle pour tout ce qui concerne, donc je parle d'Hyper-V, ESXi, Proxmox, etc. Il y a une contrainte matérielle, c'est votre processeur. Pour que vous puissiez utiliser un hyperviseur, il faut que votre processeur soit compatible. C'est-à-dire, il a été créé pour... Il a été prévu que le processeur puisse héberger un hyperviseur. Comment vous le savez? Vous savez quel modèle de processeur vous avez. Vous allez sur le site du constructeur, donc soit Intel, je suppose, soit, pas de chance, AMD, et dessus c'est écrit. Il y a écrit, prend en charge les hyperviseurs, oui ou non. Vous avez tout ça. Sur les puces plutôt haut de gamme, les i7, les i9 chez Intel, les Ryzen, normalement c'est bon, ils le font tous. Hein. La vraie problématique, c'est les portables. Les ordinateurs portables, est-ce que la puce de votre ordinateur portable est compatible avec la virtualisation? Je ne sais pas, ça dépend. Vu que les ordinateurs portables, on essaye de les alléger entre guillemets au maximum, on fait des sacrifices quand on est constructeur, hein, pour que l'ordinateur soit plus léger, qu'il consomme moins de batterie, qu'il soit moins cher à fabriquer. Il y a des composants qui sont enlevés, il y a des fonctionnalités qui sont enlevées, et la virtualisation, ça en fait partie. Donc pour ceux qui voudraient faire de la virtualisation chez eux, avec leur ordinateur portable, et les fixes aussi, ce sera vrai bien sûr, vérifiez que votre processeur, il est bien compatible avec la virtualisation. Est-ce que quelqu'un sait, dans Windows, comment on fait pour connaître le processeur? Rapidement. Pardon? On va dans le système. On va dans Système, comment on fait pour aller dans Système? Moi, je pense par le config. Ah, oui, alors, ça fonctionne, hein, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Allez, je vous donne la touche magique. On fait un propos. Non, la touche magique. Allez, combinaison de touches, un truc classe. Contrôler dessus. Raté. Windows, pause. Vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, et sur votre clavier, en haut à droite, il y a une touche où il y a écrit pause. Bah, si vous faites Windows pause, là, à propos, il y a écrit spécification de l'appareil normalement. Vous avez directement le modèle de votre processeur. Windows pause, ça marche? Oui. Et donc, qu'est-ce que tu as comme processeur? C'est écrit Intel Core i5 4040, voilà. Donc, si vous voulez tester à la maison, boum, Windows pause. Ah, merde. Et oui, faut que je me remette en selle, c'est la rentrée, je suis rouillé. Voilà, donc pour vos ordinateurs portables à la maison, vous ferez Windows Pause, vous avez le modèle de votre processeur, vous n'avez plus qu'à aller chez AMD ou Intel et aller dans les caractéristiques de votre périphérique et vous verrez est-ce que, oui ou non, il est compatible avec la virtualisation. J'ai fait une bêtise là, j'ai zoomé au max, j'ai fait une mauvaise. T'as zoomé? Ouais. Contrôle molette? Essaye contrôle et molette. Non, ça change quelque chose? T'as zoomé au max sur Ah, quoi? c'est bon, ouais. C'est bon? Ouais. C'est revenu? C'est bon, je peux contrôler. Merci. Ça y est, le dézoom a marché. Pas que, je sais pas. Attends, j'arrive. Alors, t'es le 3 toi? Ouais, je l'ai vraiment. Oh. Ah non, mais c'est la loupe! Parce que c'est parce que t'as lancé la loupe, là t'es à 200%. Tu peux faire le moins là, ou même je pense que si tu la fermes, hein, ferme la loupe. C'est bon. Ouais, voilà. Hop. Et là fais contrôle molette là. Tu fasses contrôle molette, voilà. Reviens encore une fois, là c'est bon, t'es à 100%. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné Windows Pause? Alors, juste une petite remarque, ce sera peut-être pas vrai sur tous les claviers. Il y a des claviers où en haut à droite, vous avez les touches de mise en veille, ou vous avez les touches multimédia. Faites attention, hein, la touche pause, c'est celle où il y a écrit pause. Pas si vous faites Windows petite lune, Windows sommeil, l'ordinateur, il se met en veille. Ouais, là ça fonctionne moins bien. Donc voilà, faites ça à la maison.
Faites ça avec vos ordi portables pour vérifier que vous avez bien les jeux d'instructions de virtualisation, que le processeur est compatible avec ça. C'est la seule contrainte. Ah, évidemment, il y a la contrainte de la mémoire vive. Voilà. J'en parlais quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez. Si votre ordinateur portable, il a un processeur compatible, mais que vous avez que 4 Go de RAM, on va pas faire de miracle. On va pas pouvoir faire 5 machines virtuelles sur votre hyperviseur avec 4 Go de RAM. Hein. C'est mort. Je ne vais pas dire que ça ne fonctionnera pas. C'est théoriquement faisable, mais dans la pratique, vous n'allez rien faire avec. À moins de monter peut-être des Linux. Quelques petits Linux qui consomment très peu de mémoire vive. Parce que bien sûr, vos machines virtuelles qui vont consommer 8 Go de RAM, elles vont consommer 8 vrais Go de RAM. Donc il nous faut 8 vrais Go de RAM. C'est pour ça que je vous disais qu'au niveau du minimum, il faudrait avoir 16 Go de RAM, vous allez pouvoir commencer à faire quelques VM, mais il en faut 32. Descendez pas en dessous de 32. Je parle surtout... C'est toujours mieux. Qui peut le plus, peut le moins. 24, c'est pas mal. C'est mieux que 16. C'est mieux que 16, voilà. Si tu veux upgrade un peu ta config et te dire, bon bah je peux pas aller à 32 mais je peux aller à 24, super. Tu pourras moins faire de VM que ce qu'on fera ici, mais c'est pas grave, tu pourras en faire quand même. L'équivalent, en fait, avec 24 Go, on peut faire combien de... Bah ça dépend des VM. Ça dépend de ce qu'on fait. Tu verras. Et ça dépend. Ça dépend. Merci, ils sont là. Ah, ils sont là les loups. C'est bien. D'accord, donc c'est la seule contrainte. Il y a une amélioration auquel il faut penser qui aujourd'hui, c'est quand même obsolète complètement. C'est la vitesse de votre disque dur. J'ose espérer que vous ne travaillez qu'avec des disques SSD. Les disques à plateau, c'est fini. C'est un gros point de ralentissement. Pas de dysfonctionnement, mais de ralentissement. Si vous avez des vieux disques à plateau, bah bien sûr c'est plus lent. Donc vos ordinateurs virtuels seront plus lents parce que vous avez des vieux disques à plateau. Aujourd'hui, tout le monde a du M2 partout, ou du SSD, voilà, vous avez des stockages rapides. C'est bon. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment un point auquel il faut faire attention, sauf si vous dites j'ai récupéré d'occasion un vieux serveur d'une entreprise, je l'ai eu à 1 €, parce qu'il a 10 ans le bousin, mais il avait 64 Go de RAM. Super, même si c'est 64 Go de RAM il y a 10 ans, c'est génial. Sauf qu'il a des vieux disques à plateau qui rament comme c'est pas possible. Donc, votre ordinateur virtuel, il sera lent, parce que les disques durs sont lents. Mais bon, ça se change, ça, c'est pas un problème. Oui? Moi, je viens de regarder pour mon processeur, ils disent que virtualisation matérielle disponible. Formidable. C'est AMD, c'est pas bien. Ah mon Dieu! Ah, j'ai dit ça. Et bon, apparemment, ça marche. Attends, je me sens pas très bien. Ça passe. Il fait chaud ici. Là. Donc, vérification effectuée, le processeur est compatible, c'est formidable. Deuxième vérification à faire. La virtualisation doit être activée dans le BIOS. Sur certains ordinateurs, c'est pas activé. Sur certains, c'est activé. Je n'ai aucune explication rationnelle à vous apporter. Il faudra juste le vérifier. Oui. Sur Windows, on peut l'activer aussi. Quoi? L'Hyper-V. Non, non, non. Je parle des jeux d'instructions de virtualisation du processeur, pas d'Hyper-V. C'est pas ça. Donc j'avais dit au niveau matériel, il faut que ton processeur soit compatible. Oui, je suis allé sur le site du constructeur, du fondeur même, on peut dire. Oui, c'est compatible, super. Pour autant, ça ne veut pas dire que la fonction elle est activée dans le BIOS. Ça veut dire pensez à aller dans le BIOS de votre machine, allez vérifier que les instructions de virtualisation, la compatibilité de virtualisation, la virtualisation, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre BIOS, je ne connais pas tous les BIOS des ordinateurs du monde. Ah, je sais, c'est décevant. Hein. J'essaye de les apprendre, mais ils en sortent plein de nouveaux tous les ans. J'arrive plus à suivre. Parce que des fois, les jeux d'instructions de virtualisation, la technologie de virtualisation, ils mettent pas toujours ça dans le processeur. J'ai vu une machine il y a quelques temps, c'était dans sécurité. Dans le BIOS, il y avait un menu sécurité. Dans sécurité, il y avait les mots de passe, etc. Et il y avait virtualisation, enable, disable. Pourquoi ils l'ont mis là, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais donc faites attention, des fois c'est un peu caché dans les menus. Logiquement, on va plutôt dans la catégorie processeur. C'est quand même plus là qu'on devrait le trouver. Mais des fois, c'est pas à cet endroit. Donc, mon processeur est compatible. Je suis allé dans le BIOS de ma machine. J'ai activé la virtualisation, ou j'ai vérifié qu'elle était activée. Hein. Elle peut être activée par défaut. Super.
Maintenant, vous devez installer votre hyperviseur. Alors, je vous ai dit qu'Hyper-V, c'est celui dont on parle, il est compris dans le prix de Windows. Attention, pas dans tous les Windows. Il est dans deux types de Windows. Les Windows version professionnelle et les versions serveur. Donc si parmi vous, vous souhaitez activer Hyper-V à la maison, il faut que votre processeur soit compatible, il faut que vous ayez activé les jeux d'instruction de virtualisation dans le BIOS, et il faut que vous ayez une version de Windows, 9, 10, 11, 12, ça on s'en fout, mais professionnelle. Si vous n'avez pas de version professionnelle, vous n'avez pas Hyper-V. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a installé la version serveur de Windows chez lui. Je ne crois pas. Ou alors, c'est l'exemple où j'ai récupéré un vieux serveur qui a 10 ans, que j'ai racheté 1 euro symbolique à une association qui avait la licence Windows Server 2016 par exemple dedans. Et ben là, vous avez un serveur, donc vous avez Hyper-V. Ça, c'est bon. Voilà, à part des petits cas comme ça de récup, c'est qui était à l'hôpital c'est toi. Voilà, ils renouvellent le matos de temps en temps, et peut-être les salariés peuvent récupérer, gratos ou moyennant 10 euros, du matos reconditionné, et donc des serveurs qui jetaient. J'ai récupéré un serveur, et dedans, il y a une licence, une vraie licence Windows Server, et donc là, tu auras Hyper-V. Voilà, à part des cas comme ça, je suppose que normalement, très peu d'entre vous ont des versions pro de Windows. Levez la main ceux qui ont un Windows Pro. 1, 2, 3, ouais, ça fait très peu. Donc pour ces trois-là, c'est bon. Vous avez coché toutes les cases. Pour les autres, deux solutions. Soit vous upgradez votre Windows à une version pro. Je vous rappelle que les licences sont payantes. Ça se paye. Soit vous ne faites pas Hyper-V. C'est là qu'interviennent des produits comme VirtualBox. Vous pouvez sur vos machines installer VirtualBox et faire de la virtualisation. Et refaire les maquettes qu'on a fait nous, simplement. Là, ce ne sera pas la même interface, tout à fait. Ça ne va pas tout à fait fonctionner pareil. Mais c'est très bien pour vous apprendre à travailler avec un autre hyperviseur. C'est plus compliqué parce que vous n'aurez pas exactement la même interface qu'ici, mais vous pourrez quand même faire des VM. Oui. Je veux dire, en parlant de licence Microsoft Oui. pour le Pro, Attention à ce que tu vas dire. Hein. sur Cdiscount, Oui. ils vendent des... Ah, tu fais de la pub, pas mal. Oui, tout à fait. Cdiscount. Mais alors, Cdiscount, la Fnac et Amazon vendent des licences. Faut qu'on en cite 3 toujours. Hein. Faut qu'on en cite 3. Oui, Eh, parce que sinon c'est que... Non, faudrait qu'on en ait deux autres dégueulasses. Oui, alors, ouais, j'ai dit la Fnac. Donc c'est hyper cher. La Fnac, c'est C'est super super Amazon, cher. c'est pareil. Ouais, c'est hyper cher aussi Amazon. Ouais, non, vraiment, Cdiscount c'est moins cher. Ouais. AliExpress Ça dépend, aussi. Ah bah tout dépend des versions qu'on achète. Pardon. AliExpress aussi, c'est moins cher. Je ne sais pas. Alors c'est possible. Je connais pas tous les revendeurs de clés de licence Windows du monde. Un ancien collègue qui t'a dit qu'il y a une ligne de commande pour les Windows Famille. Très bien. Eh ben il va nous la donner. Et vous allez l'essayer. Très bien. Très bien, très bien. On va voir ça. C'est la seule différence entre Windows Family et Windows Store? Non, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs. Je peux pas toutes te les citer là parce qu'aujourd'hui c'est Hyper-V qui compte. Alors c'est possible qu'il va. Je vous invite à suivre ce que dit le chat. Et donc sur une version familiale réussir à activer Hyper-V. Chouette. Ah bah c'est très bien. Bon j'ai rien dit alors. Excuse-moi, je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas ça. Sur Android. Sur Android non. J'ai Alors. un téléphone, moi j'ai pas d'ordi. Donc, Alors, je sais pas, je vous l'ai peut-être pas dit hier, mais je ne lis pas les pensées. Donc, si la question c'est sur Android, point d'interrogation, je comprends pas bien ce que ça veut dire. Peut-être que. Alors, attends, je vais tenter. Tu comprends ce qu'il a voulu dire? Non, t'as compris. Toi, t'as compris ce qu'il a voulu dire? Je crois qu'il veut tout faire sur son téléphone. Mais ça veut dire quoi, tout faire sur son. Ça veut dire qu'il Hyper-V, pourrait mettre Hyper-V depuis sur son téléphone. Ah, c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'on peut mettre mettre comme VirtualBox sur le téléphone? Ah! Donc moi j'ai pas de PC, j'ai que mon portable. Ok, donc que je peux... est-ce qu'on peut refaire la phrase en entier? Donc Est-ce que sur Android on peut installer un hyperviseur? voilà. Tu vois, ça c'est mieux. C'est ça, C'est mieux comme phrase, c'est pas mal. Parce que ça évite, tu vois, les quiproquos. Alors j'en ai pas la moindre idée. Parce que je t'avoue que faire de la virtualisation sur le téléphone, petit rappel, ça consomme les ressources du téléphone. T'as 32 Go de RAM, 64 sur ton téléphone. Ah oui, mais c'est un iPhone. N'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Enfin, quoi. Je sais pas.
T'as 64 Go de RAM là-dessus? Non, je T'as crois quoi? pas, non. Non, tu crois pas? Ah, dommage. Non, je crois pas. Mais pourquoi pas? On va regarder. Après tout, Android, c'est un Linux. Il y a peut-être un Proxmox portable sur Android, c'est possible. C'est tout à fait imaginable. Mais je dois t'avouer qu'il est rarement déployé en entreprise. Hein. Oui, je me doute. Mais peut-être que ça existe. Ça existe. De toute façon, vu que ça existe sous Linux, pourquoi pas. Ah maintenant, attention, n'oublie pas qu'il y a une contrainte matérielle. Il faut que ton processeur soit compatible avec les jeux d'instruction de virtualisation. ce que je C'est des processeurs ARM que tu as là-dedans. Hein. Ouais. C'est pas du x86. C'est le fabricant, c'est ni Intel ni AMD. Donc tu vas aller voir chez Qualcomm. C'est ça. Ouais, mais Snapdragon c'est le modèle. Oui, c'est ça. C'est la série, c'est Qualcomm, je crois, qui fabrique les Snap. C'est la 12 Go de RAM que tu dois avoir. C'est 12 Go. Pas sur celui-là, mais 12 Go. Tu peux pas faire beaucoup de VM, hein. C'est un peu serré. Hein. Donc non, sur Android, on va dire non. On va dire, c'est pas... Voilà, va falloir un gros téléphone. Hein. Ça, je veux bien. Mais par contre, pour travailler, c'est pas super pratique, hein, le petit Bah oui, écran. oui, hein. je sais bien. Ça, je suis handicapé là, en ce moment. Ah bah là, je comprends bien. Hein. Je comprends bien que tu sois handicapé. D'accord, donc voilà pour Hyper-V. À vous de choisir la solution qui ira le mieux pour vous. Si de toute façon vous n'avez pas assez de ressources matérielles, vous laissez tomber. Oui. En utilisant ce PC mais en étant chez nous, c'est-à-dire à distance, Oui. on a exactement les mêmes propriétés ou pas? Bah, c'est comme si tu étais devant ce PC. Donc tu es à distance, mais tu es sur ce PC-là. D'accord, mais donc du coup, si je suis chez moi et que j'ai une machine moins puissante, mais que je veux utiliser Le PC Hyper-V, d'ici? ouais. Oui. L'Hyper-V, tu veux utiliser l'hyperviseur qui est chez toi ou celui-là? Non, celui-là. Bah oui, tu te connectes à distance comme... Donc si j'ai un PC moins puissant, mais que je suis chez moi et j'utilise celui-ci, Aucun problème. j'ai pas besoin d'acheter une nouvelle machine. Tout à fait, tout à fait. Ok. Faire de la virtualisation chez toi, Ouais. c'est si tu souhaites refaire les exercices qu'on a fait là. Je vous ai dit que c'était ma solution préférée. Ouais. Parce que tu vois, sur le PC qui est ici, tu vas faire les exercices d'aujourd'hui, on va faire ça. Tu as envie de les refaire, mais refaire à zéro. Ouais. Tu pourras pas refaire ici à zéro vu qu'on aura tout fait. À moins de tout effacer et tout recommencer. Si chez toi, tu avais une machine suffisamment puissante, Ouais. tu serais obligé de tout refaire. Sur un autre ordinateur, qui n'est pas le même que celui d'ici. Tu n'auras pas tout à fait les mêmes repères, parce que ça va pas s'appeler pareil, c'est peut-être pas tout à fait la même version de Windows, tu vois. Ça va t'obliger à t'adapter, à refaire les choses, à te souvenir de ce qu'on a fait dans la journée, etc. Donc moi, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux que se connecter à l'ordinateur qui est ici. C'est pas... Tu pratiques moins, en fait. Tu fais moins de choses. C'est bien, si t'as pas le choix, bah t'as pas le choix, la question se pose pas. Mais tu vois, non, il n'y a pas d'obligation de faire les choses chez vous. C'est juste mieux. Pédagogiquement, je veux dire, pour réapprendre à faire les choses. Oui. Bah, si on a Hyper-V à la maison, Oui. puis après j'ai envie d'essayer Virtual Box Box, Par exemple. je supprime, enfin j'enlève Hyper-V. Oui, oui, et oui, je remets faut les l'autre, installer. et, Pas de problème. oui, Et tu perds pas tes VM si tu veux, en plus. Imagine, tu as créé toute une maquette sur Hyper-V, ouais. et tu dis, tiens, je voudrais faire la même chose, la même maquette, hein, tu veux faire la même chose sur VirtualBox, pour voir les deux interfaces. Tu désinstalles Hyper-V sur ton Windows, tu installes VirtualBox, tu fais toutes tes VM sur VirtualBox, tu fais ça, c'est fini. Tu désinstalles VirtualBox, tu réinstalles Hyper-V, tu retrouves toutes tes VM. Je vais retrouver tout seul. Ah, ils sont toujours là. C'est beau. Une pêche. Christophe. Oui. Ah, oui. Pêche ou Christophe? Allez, vas-y, commence, t'es plus près. Bah, en fait, quand tu parles de l'Hyper-V, tu Hum peux le désinstaller, mais Oui. installer, il y a juste désélectionner le... C'est un composant Windows, donc Oui, il faut enlever le composant Windows. l'icône, Oui. quoi, voilà, le désélectionner. Oui. Voilà. Tu C'est ça. viens de désinstaller directement. Bah, ça va se désinstaller quand même. Oui, ça- C'est juste que c'est un composant, comme c'est compris dans le prix de Windows, c'est un composant Windows. C'est pas un logiciel à télécharger en plus et à installer, c'est un- contrairement à VirtualBox. Oui. VirtualBox, c'est un autre éditeur. C'est un autre- Ça va. En pratique, si on désinstalle les machines virtuelles à distance, si on n'a pas de... Alors, cette phrase ne veut rien dire. Désinstaller les machines virtuelles à distance, si ça on veut rien dire. efface, si on efface les maquettes... Ah, supprimer les machines virtuelles, tu veux dire? Oui. Donc, Oui, tu veux bah, dire à distance. Donc, ouais. attends, excuse-moi, je refais la situation. Tu es à la maison, Ouais, je tu te veux- connectes à la machine ici, ouais, je tu veux- supprimes les VM. Ouais, je veux tout Ok. refaire à blanc. Ouais. Si on n'y arrive pas, est-ce que ça a une conséquence, on va dire, sur les jours suivants de la formation? Eh bien, ça dépend. Parce que ce sera possible que je vous dise,
on va commencer une maquette aujourd'hui, elle dure 5 jours. Tu vois, on commence à créer des ordinateurs virtuels qu'on va réutiliser le lendemain jusqu'au vendredi. Alors si le mardi soir tu fais, allez, on repart à blanc, j'ai supprimé 2 jours de maquette et t'arrives pas à les refaire, Oui, c'est con pour le mercredi. c'est, Et là ça va être un problème. Je vous préviendrai hein, quand c'est les d'accord. machines. La plupart du temps, alors on va prendre un exemple. Si t'es pas sûr de pouvoir tout refaire, les supprime pas, sauf si je vous l'ai dit. Si je vous ai dit, non, cette maquette c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez la scratcher si vous voulez, ça je vous le dirai. Ouais, c'est pour éviter de prendre du retard. Et oui, parce que je ne te cache pas qu'il y a des maquettes qui vont durer plusieurs jours. Hein. Alors par contre, ne vous attachez pas aux maquettes, hein, parce qu'elles ne durent que quelques jours. Toutes les semaines, hein, c'est pas compliqué. Pratiquement à chaque fois, toutes les semaines, ça dégage, lundi matin, on repart à zéro, on refait un truc tout neuf. Ah non, vous faites tellement de conneries dans les maquettes, je peux pas garder ça pendant 3 semaines. Ah non, faut que ça dégage. Hein. Christophe, Oui. est-ce que si on va sur VirtualBox et qu'on télécharge qu'on met dessus un ISO Windows Pro, oui, on peut mettre Hyper-V du coup dessus sur la machine virtuelle? Non. Non, tu peux pas. Vu que VirtualBox c'est déjà le... Eh, c'est déjà l'hyperviseur. Ok. On peut pas mettre. Alors on peut le faire, mais c'est compliqué de mettre un hyperviseur dans un hyperviseur. On peut le faire sur Hyper-V, mais on peut pas le faire dans VirtualBox. Ok. D'autres questions? Très bien. Alors, comment ça va fonctionner tout ça? Les hyperviseurs, donc Hyper-V dans notre cas, est déjà installé sur vos Windows. Vous n'avez pas à l'installer, vous n'aurez qu'à l'utiliser. D'accord? Ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il est déjà ouvert. Le gestionnaire Hyper-V, normalement, je vous ai toutes et tous mis un petit raccourci vers le gestionnaire Hyper-V dans votre barre des tâches. C'est le petit immeuble turquoise qui représente deux ordinateurs l'un à côté de l'autre. Vous l'avez en bas dans la barre des tâches. Et si vous l'ouvrez, ça doit vous ouvrir ce qu'on appelle le gestionnaire Hyper-V. Je ne vais pas vous cacher qu'on va utiliser cet outil tous les jours. Vous avez intérêt à vous habituer à son interface, etc. parce que ça va être de nombreuses fois qu'on va s'en servir. Et donc l'objectif de cet outil, ça va être de créer des ordinateurs virtuels. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer un ordinateur virtuel. Donc dans l'interface du gestionnaire Hyper-V, en haut à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Nouveau. Et quand vous cliquez sur le bouton Nouveau, ça doit vous ouvrir un petit sous-menu qui vous permet de créer soit un ordinateur virtuel, un disque dur ou une disquette virtuelle. Alors je vais faire un petit sondage. D'après vous, pour créer un nouvel ordinateur virtuel, il faut cliquer sur quel bouton dans ce petit menu? Le premier? Ah, tu penses que pour créer un ordinateur virtuel, il faut cliquer sur Nouveau ordinateur virtuel? Ouais. Ok, bon, je te suis, moi, c'est bon. On tente, hein? On tente le coup. Bon, bah, je clique donc sur ordinateur virtuel. Et donc, un joli assistant va se lancer. Et dans cet assistant, on va essayer de suivre l'assistant. Alors, on tente le coup. Bon, la première boîte de dialogue, elle nous dit, il faut que... Bon, bah, on s'en fout. Il n'y a rien. Ah! Première question. Je dois rentrer le nom de cet ordinateur virtuel. Comment est-ce qu'on va appeler cet ordinateur virtuel? Bah, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. K-O-M-V-O-U, comme vous voulez. Non, on ne l'écrit pas comme ça. La question que vous allez vous poser d'abord, c'est est-ce que cette machine virtuelle sera utilisée pour installer un client, genre Windows 10, Windows 11, ou un serveur? Serveur 2022, serveur 2016, un serveur Windows. Si vous installez un client, vous allez l'appeler CLI quelque chose. Et le CLI quelque chose n'est pas choisi au hasard. Attention. J'ai écrit CLI XY01. XY, c'est vos initiaux. Alors moi je m'appelle Christophe Bonneau, mes initiaux c'est CB. Donc quand je vais créer des machines virtuelles, je vais les appeler CLI CB01 par exemple pour la première. Avant que vous ne fassiez les autres, on va faire un petit tour de la salle pour vérifier qu'il n'y aurait pas d'homonyme d'initiaux. Tes initiaux c'est quoi? MS. MT. MT? Ouais. Ça c'était juste. Assez. AC? NT. NT? NT. Mais tu t'appelles Christophe, c'est pas possible.
Non. LC. LC, c'est bon. PB. Oui. GM. JM. Ouh. Ah, ça va nous foutre la merde, ça. Je dis pas les boulettes. GD. VF. RS. YG. LBB. Et lui, c'est OL. Ça va. Il n'y a pas de conflit d'initiaux, c'est bon. Donc, pendant toute la formation, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'à un moment donné, j'écrirais des trucs avec un X. C'était quoi le X? C'était votre numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin. Quand j'écrirai quelque chose avec XY, vous remplacez XY par vos initiaux. Donc pour l'Olivier qui n'est pas là, ça fera CLIOL01. Et ce sera vrai pour tout le reste de la formation. Chaque fois que vous voyez XY, vous mettez vos initiaux. Ok? Et à chaque fois qu'il y a un X tout seul, c'est votre numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ici, ma première machine virtuelle, moi je vais l'appeler CLI CB01. Donc vous remplacez le XY par votre nom. Et quand vous avez spécifié le nom de votre VM, il vous demande l'emplacement de stockage de votre ordinateur virtuel. Il est possible que vous n'ayez pas tous la même chose. Je vous ai dit que l'hyperviseur que vous utilisez, l'hôte que vous utilisez, qui est à vos pieds, c'est le même pour tout le monde. Tout le monde a 32 Go de RAM. Pour les disques durs, c'est pas tout à fait pareil. Certains d'entre vous n'ont qu'un seul disque dur de 500 Go. Certains d'entre vous ont 2 disques durs de 250. Ça dépend. Donc, logiquement, certains d'entre vous, ils doivent être comme moi. Si vous cochez la ligne en dessous, ça vous propose D2 points Hyper-V. Et certains ont C2 points Hyper-V. Ça doit être le cas, vous avez 2 cas de figure. Moi, j'ai 2 disques durs, comme certains. Il y en a d'autres qui n'en ont qu'un seul. Donc, vous inquiétez pas. Les ordinateurs virtuels, pour certains, seront créés dans D2 points Hyper-V. Pour certains, ce sera dans C2 points Hyper-V. Donc je vous demanderai de vous adapter. Moi, les exemples, ce sera toujours D2 points. Donc ceux qui sont sur C2 points, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on n'a pas tout à fait la même, configuration de disque dur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Cet ordinateur virtuel, ce sont des fichiers en fait. Et ces fichiers vont être stockés dans un dossier D2 points Hyper-V ou C2 points Hyper-V. Ces dossiers-là, c'est moi qui les ai créés avant. C'est moi qui ai configuré vos hyperviseurs pour que ce soit comme ça. Évidemment, ça se change a posteriori, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui voudront installer Hyper-V chez eux, vous n'aurez peut-être pas un D2 points. Ce sera peut-être sur C2 points que ce sera configuré. C'est pas grave. Ce qui est important de voir, c'est ce dossier-là. Quand vous allez stocker vos ordinateurs virtuels, notez bien l'endroit où c'est stocké. Oui. Ne t'excuse pas, je sais que tu as une question. Je sais que je suis là pour vous y répondre. Hein. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut placer Hyper-V, par exemple, quand on a fait une partition, est-ce qu'on peut mettre Hyper-V sur le D? C'est exactement ce que chez moi là. Moi c'est D2 points là. C'est D2 points. Tu vois pas le stream là? Tu regardes pas le stream? Tu regardes pas mon écran là? Si. Sur mon écran, il y a écrit quoi là sur l'emplacement? D, voilà. Hyper-V. Donc moi j'ai choisi D2 points et ta question c'est est-ce qu'on peut le mettre sur D2 points? On peut mettre sur F ou n'importe quel disque dur. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais ta question c'était est-ce qu'on peut le mettre sur D2 points? Oui, non, mais... Alors bon, moi, je voulais pas vous en parler tout de suite. Je voulais pas vous en parler tout de suite, mais je vais devoir vous en parler tout de suite. Je vais vous parler des 4 piliers du TSSR. Je voulais attendre lundi, mais je vais être obligé de le faire maintenant. Tout le monde connaît les 5 piliers de l'islam, évidemment. Bon, là c'est la même chose, mais c'est pas la même religion. Donc, les 4 piliers du TSSR, vous l'écrivez dans vos notes en rouge. Et vous les apprenez par cœur. Pilier numéro 1, qualification. Qu'est-ce que ça veut dire, qualification? Ça veut dire que quand vous parlez, vous devez être précis. Notre métier, c'est de l'informatique. L'informatique, c'est 0 ou 1. C'est pas 0,5. Surtout quand vous parlez à des gens psychorigides comme moi. Pilier numéro 1, qualification. À cause de ce pilier, quand vous allez parler,
je vous dirai régulièrement, cette phrase ne veut rien dire. Les mots que tu as mis comme ce qu'il a dit tout à l'heure, je lui ai dit, mais ta phrase, elle veut rien dire. C'était pas les bons mots dans la phrase. Qualification. Je vais vous faire chier. Mais comme jamais quelqu'un vous a fait chier. Je ne réponds pas aux questions si les mots sont pas les bons. Je vous fais refaire vos questions. Ouais, je sais, c'est chiant, surtout au début. Mais à la fin, oh, le chat pourra peut-être faire un petit témoignage, ça va vous servir. Hein. Surtout après, quand les gens qui vont vous parler vous disent n'importe quoi. Ils se disent, mais putain, qu'est-ce qu'ils disent? N'importe quoi. Pilier numéro 1, qualification. Pilier numéro 2, communication. Communication, ça veut dire que vous devez adapter votre vocabulaire. Donc celui de pilier numéro 1, c'était qualification. Il faut que je qualifie correctement, suivant les personnes qui sont face à moi. Vous aurez comme interlocuteur parfois Brigitte Michu. Bon bah Brigitte Michu, l'ordinateur, elle y comprend rien, elle y connaît rien. Vous aurez face à vous l'interlocuteur qui est votre collègue technicien. Vous aurez face à vous l'administrateur système et réseau. Face à ces trois personnes-là, c'est pas du tout le même discours qu'il faut utiliser. C'est pas du tout le même vocabulaire qu'il faudra utiliser. Vous devez tout le temps adapter votre communication. Comme je t'ai fait faire, refais la phrase en entier. Mais tous les mots dans la phrase. Il y a des mots qui manquent. Alors, moi je vous ai dit que je lisais pas les pensées. Bon, c'est décevant. Mais je suis pas le seul à ne pas lire les pensées. Alors, les femmes, oui. Elles ont une capacité, un sixième sens, tu sais, l'interprétation, vu comment elle m'a regardé, ça veut dire que, voilà, ces trucs-là, bon, bah, nous, on l'a pas. Et en informatique, quand vous écrivez des mails ou quand vous discutez au téléphone, vous êtes de la hotline, on peut pas inventer les choses. Donc, pilier numéro 1, qualification. Pilier numéro 2, communication. Pilier numéro 3, c'est méthode appropriée. Alors, le pilier numéro 3, méthode appropriée, ça veut dire que vous tuez pas un moustique avec un marteau. Et donc pour l'informatique, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez des méthodes de dépannage, on le verra bien sûr, je vous les apprendrai, etc., pour faire les choses dans un certain ordre, pour arriver à l'objectif que vous vouliez. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a un problème, ah, c'est bon, j'ai tout effacé et j'ai tout recommencé. Non, on ne fait pas ça. Donc pilier numéro 1, qualification. Pilier numéro 2, communication. Pilier numéro 3, méthode appropriée, pardon. Et pilier numéro 4, c'est le plus chiant, traçabilité. La traçabilité, qu'est-ce que c'est? C'est noter tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, ça doit être noté. Ça fait partie de votre métier. Il faut noter tout ce que vous avez fait. Toutes les modifications qui ont été faites, tout ça. Ça doit être tracé, ça doit être traçable. Celui dont vous entendrez le plus parler avec moi, c'est le premier. Qualification. Parce que vous n'utilisez pas les bons mots dans votre phrase. Donc je vous fais refaire la phrase. C'est d'abord pour vous faire chier. Deuxièmement parce que ça m'amuse. Et éventuellement parce que c'est utile pour votre vie professionnelle. Mais bon, soit c'est accessoire, ça. Donc Christophe, tu vois, ta question que tu aurais dû poser, c'est est-ce qu'on peut créer les ordinateurs virtuels sur n'importe quelle partition? Tu vois, pas que sur D. Tu vois, c'était pas cohérent parce que je le fais sur D. Donc, ça veut dire oui. Mais ça peut être sur E, ça peut être sur un disque dur externe, si vous voulez. On peut créer les VM sur le disque dur externe. Gardez quand même toujours en tête la performance. Et oui, parce que... Il faut que ce soit un SSD externe. Ah, mais oui, mais sur quel port ton USB? J'espère que c'est pas de l'USB 1 que tu as. Hein. Non, mais voilà, il faut que ça reste performant. Il faut effectivement un SSD ou un M2, un petit support M2. Une clé USB, hein, ça marche aussi. Hein. Mais attention à la vitesse. La vitesse de transfert, moi j'ai eu des élèves comme ça, ils disent putain ça rame machin, c'est quoi? Ah ouais, c'est ton vieux disque dur externe que tu as depuis 10 ans avec un petit, tu sais, les petits disques à plateau, ancien disque de portable que j'ai mis dans un boîtier externe. Ah d'accord, je comprends pourquoi ça rame tes VM, oui. Mais c'est faisable, ça se transporte les VM. Voilà. Pour ceux qui posent la question, vous pourriez très bien décider, les ordinateurs virtuels qu'on fait ici, vous les mettez sur un disque dur externe, vous les copiez, hein, vous les ramenez chez vous. Si vous avez Hyper-V chez vous, vous pouvez les utiliser chez vous.
Ça se transporte. C'est pratique. Donc on était sur l'emplacement dans lequel on va faire nos machines virtuelles. Donc moi c'est des 2 points, certains d'entre vous ce sera ces 2 points. Vous pouvez faire suivant. La question d'après concerne la génération. Alors, vous avez dans Hyper-V 2 générations qui sont... La génération 1, ce sont les anciennes générations d'ordinateurs avec les BIOS Legacy, alors que la génération 2, c'est les nouveaux... Ça simule un nouveau BIOS, c'est les BIOS UEFI. Donc ça dépend, UEFI. Voilà, génération 1, c'est BIOS Legacy, génération 2, c'est les BIOS UEFI, les BIOS plus récents. Donc si vous voulez simuler, virtualiser un ordinateur plus ancien, vous prenez génération 1. Si vous voulez simuler un ordinateur plus récent, vous prenez génération 2. La seule question à vous poser, c'est le système d'exploitation. Dans vos machines virtuelles, on va installer quelque chose. On va installer Linux. Je déconne, on va pas installer Linux. On va installer Windows. Un vieux Windows. Ah, je voudrais faire tourner un vieux Windows 95. Bon, bah, ce sera une génération 1 qu'il faudra. Ah, je veux installer Windows 12. Pas sorti, mais je vais l'installer quand même. C'est plutôt une génération 2. Voilà, donc attention. Si vous voulez. Donc ça va dépendre ce que vous souhaitez installer. En général, le plus compatible, ce qui va marcher avec le plus de versions, c'est la génération 1. C'est ce qu'on va faire. On va prendre génération 1. En plus, c'est pratique parce que c'est celle qui est déjà sélectionnée. Donc, j'ai juste à faire suivant. Et bien là, on parle de la RAM. On parle de la mémoire vive dans la boîte de dialogue suivante. Mon ordinateur virtuel, je veux lui mettre combien de mémoire vive? 1 giga, 2 giga, 3 giga, 10 giga. Évidemment, vous êtes limité à la mémoire réelle. Là, si je mets 64 gigas de RAM, ben, ça ne démarrera jamais, vu que je n'ai pas assez de mémoire réelle. C'est ici que ceux qui veulent faire de la virtualisation chez eux, et qui n'ont que 4 ou 8 gigas, où tu parlais de 24, ben, je ne pourrais pas faire beaucoup d'ordinateurs virtuels qui ont beaucoup de mémoire vive. C'est là où ce sera limitant. On va mettre 2048. Donc ça fait 2 gigas de RAM. Et juste en dessous, vous avez une case qui est cochée. Qui dit quoi? Utiliser la mémoire dynamique. Alors, le principe de la mémoire dynamique, il est très intéressant. Ça veut dire que l'ordinateur virtuel qu'on est en train de créer, quand il va démarrer, il prend 2 gigas de RAM. C'est ce qui est écrit. Et une fois qu'il aura fini de démarrer, s'il a besoin de plus que 2, il va monter tout seul. Il va s'auto-attribuer de la mémoire vive. Mais s'il a besoin de moins, il va libérer de la mémoire vive. Il va monter ou descendre tout seul, suivant ses besoins. Alors ça, c'est très pratique, parce que ça fait que la mémoire vive utilisée par votre ordinateur virtuel, c'est exactement ce dont il a besoin. C'est très pratique. Attention, c'est très dangereux. Eh oui, parce que s'il a besoin de beaucoup de mémoire, il va en consommer de plus en plus, et bien il va prendre toute la mémoire vive à la fin. Il n'y aura plus rien sur votre hôte. Dans la vraie vie, donc je vous parle de la production, dans les entreprises, elle n'est jamais cochée cette case. On ne fait pas. C'est trop risqué. Pour les maquettes, pour nos maquettes de ce qu'on est en train de faire nous, on va la laisser cocher. Ça vous permettra comme ça d'avoir beaucoup d'ordinateurs virtuels, vu que les ordinateurs virtuels qu'on va monter nous, ils consomment très peu. Donc au démarrage, il prend 2 gigas, mais normalement, ça va tout le temps libérer derrière. Vous allez voir ça. Tu avais une question? On peut pas lui mettre de plafond? Si, on peut mettre des bornes. On peut mettre des bornes mini au maximum pour que ça reste entre les deux. Donc vous mettez 2048 mégaoctets, vous laissez cocher la case mémoire dynamique, et puis bah, next. Hein. La fenêtre suivante va parler du réseau. Et oui, parce que les ordinateurs virtuels, il faut les brancher en réseau. On n'aborde pas le réseau pour le moment. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup l'aborder dans les semaines suivantes. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt. Par défaut, il propose quoi? D'être non connecté. En clair, votre ordinateur, il n'est pas branché à un réseau. On va laisser non connecté. On se prendra bien la tête avec le réseau plus tard. Ne parlons pas du réseau pour le moment. On ne le branche pas. Évidemment, on peut le changer après, hein, bien sûr. Donc, je fais non connecté pour le réseau. Et voici la question concernant mon disque dur virtuel. Donc, pour le moment, notre ordinateur virtuel, on lui a donné un nom. On lui a dit où est-ce qu'il devait être stocké sur le disque dur de l'hôte de mon hyperviseur. On lui a dit combien de mémoire vive il allait utiliser.
Bah maintenant, c'est le disque dur. Quel disque dur? Et bien sûr, on parle d'un disque dur virtuel. Là, c'est pas un vrai disque dur. Bah, ce disque dur virtuel, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être un fichier. Si vous regardez bien, par défaut, il est sur créer un disque dur virtuel. Et il va créer un fichier qui s'appelle comment? Qui porte le nom de votre VM. Donc votre machine virtuelle, vous l'avez appelée CliXY01. Le disque dur va s'appeler CliXY01.VHDX. Les disques durs virtuels des ordinateurs virtuels Hyper-V, ce sont des fichiers VHDX. Évidemment, si vous installez VirtualBox chez vous, c'est pas des VHDX. Si vous avez des serveurs ESXi de VMware, c'est pas des VHDX. Si vous avez Proxmox, c'est pas des VHDX. Mais ils vont tous marcher, ils vont tous fonctionner de la même façon. Le disque dur virtuel, c'est un fichier. C'est juste un fichier, tout simplement. Et donc là, bah, il va créer un fichier qui s'appelle clixy01.vhdx. Il va le stocker dans le dossier de ma machine virtuelle. Et il vous propose une taille. Et il vous dit, bah, ce disque dur virtuel, quelle est la taille que vous souhaitez utiliser? C'est virtuel. Hein. C'est virtuel. Oui, oui. Ah bah, c'est pas un disque physique. Hein. Ouais, non, donc, non, non. c'est là qu'on peut monter au-dessus. Quoi. On peut monter au-dessus de qui? Moi, c'est ce que j'avais vu avant. J'avais vu qu'on pouvait augmenter, comme c'était virtuel. Par exemple, on avait un disque dur de 1 Tera. On pouvait dire au disque dur virtuel, on pouvait monter à mettre 3 Tera. En fait. Alors, je vais faire la phrase avec les mots qui manquent. Tu as un disque dur physique qui fait 1 Tera. De 1 Tera. Et tu le mets sur un disque dur. Et dedans, tu crées un disque dur virtuel de 3 Tera. Voilà. Eh ben, tu vas me montrer comment on fait ça, je vais apprendre quelque chose. Je l'ai fait encore avec les Academy. Tu as créé un disque dur virtuel qui est plus grand que le disque physique. C'était que du virtuel, c'est pas réel. Je sais bien que c'est pas du réel. C'était pas du réel. Faut quand même poser sur un truc. Bien. Très bien, très bien. Normalement. Alors, c'était quel logiciel de virtualisation que tu avais? C'était pas Hyper-V. Je sais, je crois pas. Si. Non, mais c'est possible. Mais je sais pas. C'est théoriquement faisable parce que... Alors, on va prendre ce cas-là. Vous avez un disque dur virtuel qui va créer de quelle taille là? 127 Go. Je vous ai dit que vos disques durs faisaient quelle taille? 500 ou 2 fois 250. Ça veut dire que on va pas pouvoir créer beaucoup d'ordinateurs virtuels. Si on peut. Parce que l'ordinateur ici, l'assistant qui crée la machine virtuelle, va créer ce qu'on appelle des disques dynamiques. Ça veut dire qu'ils vont grandir suivant ce qu'il consomme. C'est-à-dire que là, quand il sera créé, il ne va pas consommer 127 Go. Vous allez voir, il consomme 4 mégas à la création. Puis après, quand on va utiliser la VM, il va grandir. Il va grandir. Donc il pourrait aller jusqu'à 127 Go. Autorisé jusqu'à 127 Go. Alors ce qui va être très cocasse, c'est que vous allez voir dans cette VM, on va installer Windows dedans. À l'intérieur de l'ordinateur virtuel, le Windows, il croit qu'il y a 127 Go. Alors que réellement, il n'y aura que 10 Go d'utilisés. Donc ça pose pas de problème. C'est exactement le même problème que la mémoire vive dynamique, que je vous ai expliqué juste avant. Je vous ai dit que l'ordinateur, il démarre à 2, puis il prend plus s'il a besoin de plus, il libère s'il a besoin de moins. Les disques durs, c'est pareil. En fait, ils sont dynamiques, ils consomment rien, et puis ils s'étendent aux besoins. Alors attention, les disques durs dynamiques, ils réduisent pas par contre. Ils vont pas rapetisser, ils vont que grandir. Encore une fois, en production, on fait jamais ça. C'est trop dangereux. Parce qu'on maîtrise pas la volumétrie. On sait pas jusqu'où ils peuvent grandir. Donc, en vrai, dans la vraie vie, dans la production des entreprises, on fait pas ça. Nous, comme c'est de la formation, c'est des maquettes, etc. Au contraire, ça nous intéresse parce que je veux pas que toutes mes machines virtuelles consomment 100 Go de RAM à chaque fois. Bah, vous allez juste faire suivant. Alors, pardon, non, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, j'ai oublié de parler des autres. Nous, on a choisi créer un disque dur virtuel, excusez-moi, et vous avez le deuxième bouton qui était utiliser un disque dur virtuel existant. Utiliser un disque dur virtuel existant, ça veut dire j'ai déjà un fichier VHDX. On va prendre l'exemple. Je vous ai dit que vous pouvez ramener les disques chez vous. Aujourd'hui, on crée un ordinateur virtuel. Le disque dur de cet ordinateur virtuel, c'est un fichier VHDX. Vous prenez ce VHDX, vous le copiez, vous le mettez sur votre clé USB, votre disque dur externe, vous rentrez chez vous à la maison,
vous avez Hyper-V évidemment, vous lancez le même assistant, mais là vous choisissez utiliser un disque dur virtuel existant, et dans le parcourir, vous allez chercher le fichier VHDX qui est sur votre disque dur externe. Et hop, ça y est, vous avez la même VM que ce qu'on avait ici. Tout pareil. C'est ça qui est très intéressant dans la virtualisation, c'est la souplesse. Les choses se copient, se modifient, se créent hyper facilement. Et enfin, attacher un disque dur virtuel ultérieurement. Alors ici, ça veut dire que vous allez attacher le disque dur virtuel ultérieurement. Ça va. Tout le monde sait ce que ça veut dire ultérieurement? C'est bon? Ça va servir à quoi en fait? C'est exactement l'exemple que j'ai donné. J'ai créé ma VM à la maison. Ah, j'ai oublié de copier le disque dur ici. Ça, tu fais ta VM chez toi, et le lendemain, tu reviens avec le VHDX, et là, tu l'attacheras à ce moment-là. Mais tu as déjà fait la VM. Ça peut être ça. Donc nous, on fait juste créer un disque dur virtuel, hein, vous faites suivant. Et la dernière étape va consister à choisir des options d'installation. Parce que quand on a des ordinateurs, il faut installer un système d'exploitation dessus pour pouvoir s'en servir. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va installer un système d'exploitation. Alors, évidemment, par défaut, il nous propose d'installer le système ultérieurement. On le fait ultérieurement. Ah! Non, on le fait là? Oui. Bon, tu le feras là. Donc évidemment, il va falloir cliquer sur installer un système d'exploitation à partir d'un CD-ROM de démarrage. Vous avez des CD sur vous là? Non, on n'a pas. Mais il y a un petit bouton radio qu'on peut cliquer sur fichier image.iso. Alors, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un fichier ISO? Très bien. Alors ceux qui savent, c'est quoi un fichier ISO? C'est une disquette. Non, quand même plus là. On est en 2025, une disquette. C'est une image du CD. Vas-y. Voilà. Oui, mais toi, t'es poli, tu lèves la main. Hein, parler. T'attends que je t'interroge. Ah, ça c'est compliqué, le respect des autres, etc. On n'est pas à la maison, on est 15, il va falloir faire attention. Je t'écoute. C'est le CD sans le CD, en fait. C'est juste l'image. On fait tourner le CD comme si c'était un CD. C'est un fichier qui contient l'image d'un CD-ROM. Donc tout ce qui est fichier ISO, c'est l'équivalent d'un CD ou d'un DVD plutôt, hein, on va dire maintenant. C'est vrai que ça marchait pour les On disquettes. peut extraire directement installé par une USB. Voilà, on peut faire plein de choses dedans. Alors, sachez que les fichiers .iso, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un zip? C'est bon pour un fichier zip? Oui, C'est quoi? c'est de compresser les fichiers. Voilà, c'est ce qu'on appelle une archive. C'est un fichier qui contient plein de fichiers. Un ISO, c'est la même chose. C'est un fichier qui contient plein de fichiers, sauf que c'est un format qu'on a dédié pour faire des espèces de copies des CD-ROM. Pour transformer un CD en fichier. Ça devient un fichier ISO. Mais c'est une archive. C'est comme un .zip, sauf que c'est .iso. C'est la même chose. Dédié à copier, sauvegarder, déplacer des DVD. C'était ça l'idée. Donc je vous invite à cliquer sur fichier image ISO. Et ce qu'il nous demande, c'est un fichier ISO qui contient l'installation, une image d'installation d'un Windows, d'un Linux, d'un n'importe quoi. Je vous invite donc à cliquer sur parcourir et normalement, vous avez un dossier qui s'appelle C2.source. Et dans votre dossier C2.source, il doit y avoir plein de fichiers ISO. Est-ce que vous en avez un qui s'appelle Windows 10 ? 22H2. Windows 10 22H2 ? Ouais. C'est parti. Donc vous sélectionnez Windows 10 22H2. C'est Windows 10. 22H2. Ah, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé Windows 10 22H2 dans la liste de ces... Oui, tu n'as pas trouvé ? Alors, on part sur le 3. C'est ça. Alors, ça c'est quoi? Ah, ça c'est moi ça. Il est où? Non, t'as pas cliqué sur parcourir là? Si, t'as fait sur parcourir. Eh ben voilà, parcourir. Ouais. C'est 2 points. C'est 2 points. Source. Ok, ça marche. Ils sont là. Windows 10 22H2. L'avant-dernier. Ok. Next. Merci. C'est bon. Donc, dans ce dossier source, je vous ai mis tous les ISO dont on aura besoin. Enfin, non, ils y sont pas tous, mais vous avez un gros morceau des ISO. Comme je vous l'ai dit,
vous pouvez les ramener chez vous. Donc ceux qui ont des hyperviseurs ou qui montent VirtualBox, peu importe chez eux, vous voulez refaire des VM avec Windows 10 22H2, le fichier ISO qui est là, clé USB, disque dur externe, vous le ramenez à la maison, ou vous le téléchargez sur internet, faites ce que vous voulez. Oui. Il se passe quoi si jamais on met dans le clé USB le dossier, le fichier VHDX, et qu'après sur la VirtualBox on le supprime? Sur le PC, je le supprime. Alors donc, là c'est pas possible ce que tu viens de dire. Ok. Parce que si tu dis c'est un fichier VHDX, Ouais. VHDX c'est pour Hyper-V. Ouais. VirtualBox, ça marche pas avec les VHDX. Ça peut pas marcher. Ok. C'est une autre extension pour... Ok. Si jamais je prends le fichier VHDX, Ouais, et qu'après je supprime Hyper-V ici, Oui. mais j'ai le fichier dans ma clé USB. oui, c'est bon, t'as ta VM. Donc je pourrais recommencer à zéro sans prendre le risque de perdre le... Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Le fichier VHDX, il faut que tu fasses comme si c'était le disque dur d'une machine. Donc si on reprend ce que tu viens de dire, si je prends le disque dur de ma machine où il y a plein de trucs, je le prends, je l'enlève de l'ordinateur, puis j'en mets un autre et je recommence. Ça a détruit tout ce que tu avais dans ton premier disque dur? Non, bah voilà. C'est pareil. C'est vraiment, c'est comme un disque dur. Ah oui. Donc j'ai sélectionné l'ISO, l'ISO le Windows 10 22H2. Tu fais copier-coller. Il y a quelqu'un pour qui qui l'a pas trouvé? Si, si, oui, je suis Parfait, sur, bah, suivant. sur autre chose. Et donc là, vous arrivez sur une fenêtre qui vous récapitule toute la création de votre VM, comment elle s'appelle, où vous la stockez, quel est l'ISO sur lequel vous allez booter, etc. Et donc maintenant, pour terminer, il faut cliquer sur le bouton. Eh ben, vas-y. C'est pas mal. Mais non, t'es- Alors vous pourriez cliquer sur annuler, mais ça va t'es annuler. sur, Donc je vous invite à pas cliquer sur annuler, à cliquer oui, sur t'es un terminer. dossier, mais c'est où que t'écris? Super la création. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est pas le Ok, paper, ouais. ok, d'accord. Il a fait copier. Ça y est, vous savez créer une machine virtuelle sur Hyper-V. Félicitations. Attends, Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Nickel. Donc là maintenant, dans votre gestionnaire Hyper-V, vous avez une machine virtuelle mais depuis tout à l'heure, tu faisais quoi? qui s'appelle CLI XY01, Je sais pas, je me suis peut-être qui fait est ça. pour l'instant, mais qui n'est pas démarrée, qui est désactivée. Ça y est, elle est créée. Est-ce que vous avez des questions? Moi, pour moi, faut que tu mets sur une page C'est blanche. quoi tu copies dans le la gros page désavantage blanche, à et créer du ça? coup, après, ça va sur ton S'il y a dossier. beaucoup Le plus gros désavantage à créer ça, c'est que dans un objectif professionnel, par contre professionnel, eh ben, la machine sur laquelle tu vas créer ça, elle est grosse. Ça s'appelle le ticket d'entrée. C'est-à-dire pour commencer à faire de la virtualisation, en général, c'est pas pour créer une VM. C'est pour en créer des dizaines. Donc ça veut dire que ton hyperviseur, il a 128 Go de RAM. Il a 256 Go, il a 1 Tera de RAM. Alors tu regardes le prix d'un serveur à 1 Tera de RAM, et tu vas voir ton patron, tu lui fais « Bonjour, c'est le devis. C'est la date. C'est le prix !» Ah ouais, non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Donc souvent c'est ça. Et la problématique, c'est que quand on veut faire de la virtualisation, il faut des gros hyperviseurs. Et un gros hyperviseur, ça coûte cher. Mais à long terme, c'est moins cher la virtualisation que le réel. Ça va coûter moins cher d'avoir un gros hyperviseur dans lequel tu mets 10 ordinateurs virtuels que d'avoir 10 vrais serveurs physiques. Tout est moins cher. Et vous l'avez déjà vu, parce que c'est rationalisé. Vous l'avez vu, la mémoire. On choisit exactement la mémoire qu'on veut. Le truc qui est génial, c'est j'ai créé mon ordinateur virtuel, il a besoin de 4 Go de RAM. Bon, je mets 4 Go de RAM. Il lui en faut moins. Finalement, je l'ai surdimensionné. Vous allez le voir, dans les ordinateurs virtuels, je peux le passer à 2 Go de RAM. Il a besoin de plus. Je passe à 8. C'est complètement logiciel ce qu'on fait. Si tu fais la même chose sur un vrai serveur, je l'achète ce serveur. Il a 4 Go de RAM. Ah ben il lui en faut moins. Vous connaissez quelqu'un qui démonte les barrettes de RAM de ses serveurs? Non, ça n'existe pas ça. Il en manque, il en faut plus. Bon bah, faut aller arrêter la machine, faut l'ouvrir, faut commander les barrettes, faut qu'elles arrivent, faut les mettre dedans, faut rallumer la machine. Finalement 8 c'était trop. Ah là, je crois qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, il en a besoin que de 4. On va la redémonter pour récupérer 4 Go. Non, c'est fini, c'est mort. Alors qu'avec la virtualisation, tac, on peut baisser, monter, baisser, monter. C'est ça qui est génial. Ils s'en servent pourquoi généralement les entreprises? Mettre des serveurs. Et On après- virtualise des serveurs. Ok. Vraiment, pourquoi? C'est pour la mutualisation, la rationalisation. C'est extrêmement vrai surtout pour les processeurs. Selon vous, allez, on va faire un petit sondage.
quel est le pourcentage d'utilisation des processeurs moyens, en moyenne, de tous les serveurs du monde? En moyenne, le processeur d'un serveur, il est utilisé à combien de pourcents? 5 à 10 2. 2%. Les processeurs de tous les serveurs du monde, en moyenne, ils sont usés à 2%. Toute la journée. Ils ont un usage moyen de 2%. Ça veut dire que quand tu as acheté un serveur, tu as acheté un processeur, 98% de ton argent n'est pas utilisé. Ça craint. Avec la virtualisation, chaque machine virtuelle en moyenne consomme 2%. Mais si tu en mets 10, le vrai processeur de ton hôte, il est usé à 20%. Donc déjà, tu viens de faire x10 sur l'usage de ton processeur. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, le rapport entre ce que tu dépenses et ce que tu utilises vraiment, avec la virtualisation, on peut monter à 30%, 40%, 50% d'usage. En vrai, du vrai matériel. Alors que quand c'est du matériel séparé, quand tu as 10 serveurs séparés, tu perds de l'argent. En fait. Enfin, pas que tu le perds, mais il n'est pas utilisé. Tu as de l'argent qui est gâché. Parce que tu n'as pas de souplesse, parce que tu n'es pas usé réellement. Et normalement, dans les entreprises, tous les serveurs sont toujours surdimensionnés. Ils sont toujours plus gros que ce que tu as réellement besoin. Ah, parce que sinon, ça rame, il n'y a plus de place, le serveur il plante. Et évidemment, comme tu as acheté plus cher, tu as mobilisé de l'argent. En fait. Donc c'est ça le principal intérêt de la virtualisation, c'est la rationalisation des ressources, c'est l'usage des ressources qui est vraiment optimisé. Sans compter la souplesse, le gain de temps pour l'administration, ça c'est... Oui. Et qui va, parce que du coup c'est vraiment ça, c'est spécialisation et optimisation par rapport à du matériel. Et qui va, par exemple sur une création de serveurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans pour optimiser aux petits oignons Oui, oui, carrément. Il y a des gens, c'est le métier. C'est des administrateurs d'hyperviseurs. Ils font que ça. Ils créent les VM, ils les éteignent, ils les déplacent, ils les optimisent. Oui, oui. Ils rendent compte et disent, avec ce processeur-là, ça suffira pour les besoins de la boîte. Voilà, tout à fait. Là, il faut quand même une sacrée expérience avant d'arriver là, pour être capable de se dire, là, il nous en faudrait un de plus, ou il est obsolète celui-là, il est trop petit. Oui, il y a des gens qui font que ça. C'est normal, tu peux pas faire ça à la louche. Hein. Mais non, parce que, encore une fois, le chèque que tu fais, voilà, c'est un gros chèque. Ouais. Donc il faut le justifier, le gros chèque. Hein. C'est important. Hein. Tu voulais dire Désolé, mais j'arrive pas ne t'excuse pas. À me visualiser. Par exemple, je suis un chef d'entreprise. Oui. J'achète un serveur de 1 Tera. Oui. Et je vais créer plusieurs machines. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Ok. Et après, j'en fais quoi de ces machines? Tu les utilises. Qui se sert des machines? Qui se sert des machines? Les administrateurs, vous. En fait, non, c'est pas ça la question qu'il faut vous poser. Faut prendre du recul. Dans une entreprise, est-ce que tu as des serveurs? Oui. Ils servent à quoi ces serveurs? Ils servent à stocker. Ben voilà, à stocker, à faire des choses. Ouais. Tu as le logiciel de compta qui est dessus. Tu as un autre serveur dans lequel tu as un site internet. Tu as un autre serveur qui sert à stocker les fichiers. Tu as un autre serveur qui sert pour l'impression. Tu as un autre serveur qui sert pour une base de données. Voilà. Ils vont faire la même chose. Ces serveurs-là, c'est des hyper... Non, ça c'est des serveurs physiques. Ok. C'est des vraies boîtes. C'est des vrais serveurs individuels. Ok. Et à un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce qui me coûte le moins cher? Avoir 10, 20, 30, 40, 50 serveurs physiques ou avoir par exemple 2 énormes hyperviseurs. Et il y a 25 serveurs virtuels dedans. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Allez tout trouver la réponse, hein. C'est les hyperviseurs qui coûtent moins cher. C'est vrai que acheter tes 2 hyperviseurs, ça te coûte très cher. Mais acheter tes 50 serveurs physiques, cumulés, t'additionnes le prix de tous les serveurs, c'est plus cher que tes 2 hyperviseurs. C'est moins cher. Parce que c'est pareil, chacun de tes serveurs physiques, il va avoir 4 Go de RAM, mais en fait, quand tu vas les créer en virtuel, ils vont consommer moins chacun. Parce que tu optimises mieux les ressources. Donc toutes les ressources cumulées de tes hyperviseurs, c'est moins en quantité que l'addition de toutes les ressources physiques de tous tes serveurs physiques. Mais en tout cas pour l'usage, l'utilité, à quoi servent une machine virtuelle ou à quoi sert un serveur réel, ça sert à la même chose. C'est exactement le même objectif. Ok. Ça sert pareil. Ça, Oui. tout ce qui est virtuel Oui. utilise moins de ressources Que ce qui est réel? physiques.
Non. Non. Ça utilise les mêmes ressources. Ta machine virtuelle, elle a besoin, quand tu la démarres, il lui faut 3,5 Go de RAM. Ça consomme 3,5 Go de RAM. Ton serveur réel, quand il démarre, il lui faut 3,5 Go de RAM. C'est exactement la même chose. La différence, c'est quand tu as acheté ton serveur physique, tu as acheté 8 Go de RAM. Combien t'en gâches? Non, parce que c'est 3,5. Pour fonctionner, bah, tu as presque la moitié de la mémoire vive qui est gâchée. D'accord. Parce qu'il ne l'utilise pas. Mais tu l'as acheté. Alors que quand tu fais un ordinateur virtuel, tu pourrais lui dire, je mets que 6 Go de RAM. On l'a vu là, quand tu le crées. Ouais. Je choisis 6 Go de RAM. Donc quand il démarre, il consomme ses 3,5. Il a un peu de RAM si jamais il doit grossir. Mais tu as gagné, entre guillemets, tu as économisé 2 Go. Ces 2 Go que tu n'as pas utilisés pour cette machine virtuelle-là, tu vas peut-être l'utiliser pour une autre VM, Ok. qui elle n'a besoin que 2 Go de RAM. Donc le nombre de VM possibles dans un hébergeur, Un hyperviseur. pardon, dépend du coup de sa capacité de RAM. Oui, Ok. tout à fait. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez 32 Go de RAM chez vous, vous allez pouvoir faire plus d'ordinateurs virtuels que si vous n'en avez que 24, ou que 16 Go, ou que 8 Go, bon, en dessous, on n'en parle même pas. Est-ce que vous souhaitez aller boire du café? Oui, oui. Bon allez, cigarette. Allez, on va aller boire des cigarettes et fumer du café? Allez, faisons ça. Allez, ciao la commu. À toutes, c'est like, partage, lâche un comme d'hab. Allez, pause. C'est un gros truc.